ce petit live géopolitique. Donc on va vraiment faire, de la géopolitique, du dimanche, genre en l'occurrence plutôt du lundi, mais bon, vous avez compris le principe. Du coup, on va réaborder, le magnifique sujet des talibans et des Afghans, parce que ce sont 2 sujets interconnectés, mais en même temps différents, dans le sens où, si vous voulez, vous voyez, donc je vais vous remettre, la diapositive en entier pour que vous voyez tout ça. Mais voilà, en gros, déjà vous allez me dire si vous voyez bien, sur le live. Si vous voyez bien sur le live, et spécialement pour, aujourd'hui, j'ai passé, les lives en latence faible. Pourquoi? Parce que, les lives en latence faible, c'est vachement mieux quand tu parles de ce genre de sujet. J'ai envie de pouvoir interagir avec vous, voilà, qu'on puisse parler, si vous voulez, qu'on puisse parler tranquillement sans que ça pose souci, sans que vous ne puissiez pas forcément, voilà, sans que vous puissiez pas forcément, tout voir. Après, on y revient, hein, donc on va aborder un sujet assez compliqué, qui est le rapport des talibans et surtout de l'Afghanistan. Parce qu'en fait, en réalité, si le diapo s'intitule «Talibans et Afghanistan», c'est plutôt une rétrospective sur, l'interventionnisme. Dans le sens où on le voit, c'est un petit peu ce qu'on a abordé lors de la première période, je fais un bref résumé. Mais, la première période qui a conduit, en fait, si vous voulez, à 25 ans de guerre civile avec des interventions de toutes parts, ça a finalement rien apporté. Et ça n'a pas servi de leçon. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique pensent toujours que c'est le pays le plus intelligent, le plus brillant, le plus incroyable qui puisse exister. Toutefois, quand on réfléchit un tout petit peu à qu'est-ce que sont les États-Unis, quelle est leur construction, leurs principes politiques, parce que c'est très important d'analyser le principe politique de destinée manifeste chez, chez les Américains, c'est toujours très, très, très important. C'est toujours très important dans le sens où, si vous voulez, on ne peut pas comprendre les États-Unis sans comprendre qu'ils pensent être mus par une sorte de destinée, de destin. Et ça les a amenés à commettre une erreur, c'est-à-dire que l'Afghanistan est le cimetière. L'un des chances de l'Afghanistan en français, c'est le cimetière des empires. Pourquoi? Parce que l'Empire britannique, s'est effondré là-bas après les guerres napoléoniennes, je crois au 19e siècle, si je dis pas je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. L'URSS a une des causes de la chute de l'URSS, ça reste quand même, l'Afghanistan, les dépenses militaires en Afghanistan, également les dépenses, humaines. Parce que on parle de dépenses militaires et en soi, c'est vrai que c'est très, très important les dépenses militaires. Mais il y a pas que ça. Il y a les dépenses humaines, il y a les dépenses diplomatiques qui vont se traduire pendant ces moments-là et il est très important, si vous voulez, de bien comprendre, de bien appréhender ça et si vous voulez, on est arrivé à un stade, donc à mon sens en Afghanistan et surtout dans le rapport que les talibans ont avec l'Afghanistan parce que c'est un rapport qui est, très toxique, qui est très bizarre, qui si vous voulez, interroge énormément quand vous êtes européen. C'est un rapport qui interroge énormément quand vous êtes européen et quand vous êtes occidental de manière générale, parce que l'Occident n'est pas forcément un bloc, mais c'est une culture à mes yeux et heu et en fait, le rapport à l'Afghanistan, c'est un rapport très complexe, mais on va l'aborder tranquillement. Déjà, en commençant en faisant un petit rappel sur ce qu'on a abordé la dernière fois. C'est-à-dire la dernière fois, oh putain merde, j'ai des coquilles moi sur mon truc, on va passer rapidement, on va corriger les coquilles, c'est hors de question de présenter ça. Heu Mais voilà, en fait, si vous voulez, on est à mes yeux sur le sujet de l'Afghanistan qui est, en fait, si vous voulez, un sujet très complexe et en même temps excessivement simple. Pourquoi? Pourquoi il est extrêmement complexe et à la fois excessivement simple? Beh, déjà, dans un premier temps, parce que, en 96, lorsque les talibans prennent le pouvoir à Kaboul, heu, ça ne choque personne. En 96, lorsque les talibans prennent le pouvoir à Kaboul, il faut rappeler que les talibans, les moudjahidines et Al-Qaïda ont été en partie, voire totalement financés par les États-Unis. Les États-Unis étant les grands gagnants de la guerre froide, la prise en 96 de Kaboul par les talibans, c'est plutôt considéré comme quelque chose d'anecdotique. Alors, une partie de l'Europe est triste pour le commandant Massoud, notamment la partie, d'Europe de l'Ouest, d'Europe occidentale où Massoud avait fait énormément avait une presse
plutôt favorable. Il s'agit de se rappeler des interviews du Monde ou des conférences de Massoud, notamment lorsque je crois Mitterrand était président, je suis pas sûr. C'est la transition de Mitterrand-Chirac, c'est pas très fin. C'est dans ces moments-là où il fait une grande conférence de presse à Paris pour expliquer à quel point les talibans sont en danger. Pour expliquer à quel point les talibans sont en danger, sans forcément dire, parce que c'est quelque chose, moi c'est Massoud est quelqu'un que je nuance énormément. Pourquoi? Parce que Massoud a effectivement été un grand dirigeant pour, une partie de l'Afghanistan, notamment pour les Pashtuns, qui est l'ethnie majoritaire. Mais il faut pas oublier que ce qu'il reprochait aux talibans, c'est exactement la même chose que faisait le régime de l'URSS, c'est-à-dire pendre des personnes avec qui on n'est pas d'accord, des opposants politiques, des opposants religieux également, restreindre le droit des femmes. Massoud au pouvoir l'a fait, parce que Massoud a été au pouvoir. Massoud a été au pouvoir de 93 à 96, si je dis pas de bêtises, ou du moins il était dans l'organisme du pouvoir. Donc, ce qui reprochait aux talibans, le l'ido pas l'idolâtrie, mais disons, le rapport d'image de sainteté qu'a eu Massoud et qu'a Massoud encore aujourd'hui, ou que le commandant Massoud avait en Europe, est une image qu'il faut relativiser énormément. Toutefois, Massoud, en 96, et à partir de 96, le commandant Massoud s'est replié dans la vallée du Bandjir, dont il est originaire, et il a entamé une résistance comme le régime taliban. C'est ce que j'ai écrit. La réalité est un peu plus subtile. Massoud était dirigeant d'une des factions de la République, qui était du coup l'Alliance, donc sa faction c'est l'Alliance du Nord, qui est une, si vous voulez, une faction plutôt ethnique, et vraiment au vieux sens du mot, du terme ethnique, dans le sens où il ne comment dire? C'était un sens vraiment ethnique, dans le sens où vraiment les Pashtuns, on pouvait c'était difficile d'intégrer l'Alliance du Nord si on ne remplissait pas certains critères. Appartenir à telle ethnie, appartenir à telle religion, appartenir finalement à tel groupe socio-culturel, parce que les Pashtuns sont également un groupe socio-culturel. Donc Massoud, voilà, il a entamé une résistance, contre le régime taliban. Grand bien lui fasse, il ne faudra jamais oublier le fait qu'il a participé au régime de la République, qui a amené la plupart des Afghans à se rebeller contre le régime taliban. Bien. Après, un autre rappel qu'il faut amener, c'est que c'est la chute de l'URSS. La chute de l'URSS et donc la fin de la guerre froide, ça va amener 2 gros problèmes aux États-Unis. En fait, ça va amener une solution. Déjà, il y a plus d'opposition, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de grand ennemi. C'est à la fois une solution, c'est à la fois un problème. Parce qu'en l'absence de grand ennemi, c'est difficile de structurer le discours des États-Unis. Le discours des États-Unis est toujours en opposition à quelque chose. Il y a la création, il y a la construction de la destinée manifeste, mais les États-Unis, depuis 1914 et voire même depuis 1939 à tout le moins, se sont construits contre un ennemi. La Seconde Guerre mondiale, c'est facile, c'est les nazis. Les nazis représentent des méchants plutôt, voilà, plutôt évidents, plutôt évidents. Rajoutez à ça que, en plus de ça, ils ont massacré des gens, en plus de ça, ils étaient alliés aux Japonais qui ont agressé les États-Unis, ça représentait vraiment un ennemi. Toutefois, cet ennemi en 45, l'État nazi est vaincu. Les personnes nazies ne sont pas toutes forcément vaincues, certains fuient en Argentine, d'autres restent en Allemagne. Je crois que c'est le fondateur de des théories du management moderne, qui est un ancien nazi, qui est un ancien SS de mémoire, qui voilà, donc il y a vraiment ce côté germanique, hem, voilà, il y a vraiment ce côté problématique, de l'ennemi, de l'absence d'ennemi, qui va du coup se traduire par l'URSS à partir, du blocus de Berlin, qui de mémoire est en 46 ou en 47. Et ce blocus de Berlin, bah, du coup, va amener un nouvel ennemi qui était déjà plus ou moins programmé. Je rappelle que dans les 2 bombes nucléaires larguées sur le Japon, c'était pas forcément uniquement que contre le Japon, c'était plutôt un message adressé à l'URSS. Et justement cette URSS, bah, voilà, se positionne en tant qu'ennemi, se positionne en tant que régime, en tant que modèle concurrent. Donc voilà, le problème, c'est que la chute justement de cette URSS, ça amène l'URSS à chercher de nouveaux ennemis. La Chine, c'est trop tôt. La Russie, les USA préfèrent dans un premier temps l'avoir comme un partenaire, et une fois qu'ils ont compris que ce serait pas forcément un excellent partenaire, ils ont également compris que ça ne ferait pas aussi un excellent ennemi. Donc c'est raté. L'Union européenne est une forme de vassalité dont les États-Unis s'accommodent très bien et ne voudraient pas changer. Il faut quand même rappeler qu'on a certains traités européens qui sont pour le moins inégaux, sans forcément parler d'inégalités juridiques, mais d'inégalités politiques vis-à-vis de certains autres pays. Il faut savoir que les États-Unis, par exemple, ont obtenu une dérogation lorsqu'on a fait la politique agricole commune, c'était une petite digression, mais qui me semble importante, sur la culture du soja.
Pourquoi il y a très peu de culture de soja en Europe, et notamment pas dans les pays d'Europe occidentale, les premiers pays à avoir souscrit à la PAC? C'est parce que les États-Unis, lorsque l'Union européenne a fait la politique, agricole commune et en même temps a promulgué tout son sacro-saint sa sacro-sainte concurrence libre et non faussée, bah, les États-Unis ont gueulé. Ils ont gueulé pourquoi? Ils ont gueulé assez légitimement, heu, parce que, beh, c'était pour eux, ce n'était pas possible. Pour eux, ce n'était pas possible, ça les empêchait d'aller exporter la plupart de leurs produits agricoles en Europe. Et ils ont gueulé, ils ont obtenu une dérogation sur le soja, le fait que seuls les États-Unis étaient le principal importateur de soja à l'époque, et du coup seraient donc le principal exportateur de soja. Pardon, ils étaient exportateurs, le sera le principal exportateur de soja vers l'Europe. Voilà. Et les États-Unis, du coup, ne veulent pas se construire une opposition avec l'Europe occidentale. Pourtant, tout désignait l'Europe occidentale comme l'ennemi des États-Unis. Mais passons. Il faut savoir également une autre chose, c'est que de 91 à 2001, les islamistes, avec la chute de l'URSS, ils sont dans une position analogue à la Russie. Pourquoi? En 91, les islamistes ont un dilemme. Ce dilemme, il est très simple. Les islamistes n'ont plus l'ennemi abhorré qu'était l'URSS. L'URSS était anticlérical, l'URSS était anti-religion, du moins sur le papier, du moins dans les discours. C'était loin d'être le cas en réalité. Il suffit de voir les accords de l'URSS avec l'Église orthodoxe ou avec les minorités musulmanes en Ouzbékistan, Tadjikistan et compagnie. Mais voilà, sur le papier, ils étaient des opposants. Or, avec leur chute en 91, bah, surtout que la plupart des pays musulmans de l'URSS sont libérés, donc à part certains cas très célèbres comme la Tchétchénie ou autre, la plupart des pays musulmans sont libérés, donc la Russie n'est plus un ennemi. On fait le calcul lorsqu'on est en islam. Les islamistes font un calcul aussi très simple. C'est très compliqué de justifier un autre ennemi que les États-Unis. Pourquoi? Les États-Unis, entre 91 et 2001, vont procéder à plusieurs interventions militaires. Donc, ils vont procéder à plusieurs interventions militaires, donc en Europe, notamment, donc en Serbie, en Bosnie, mais déjà en Bosnie, c'est contre des musulmans, parce que les Bosniaques étaient des musulmans. Enfin, ils sont d'ailleurs toujours des musulmans, même si ça n'a pas toujours été le cas historiquement parlant. Heu, Après, il y a la guerre du Koweït. La guerre du Koweït en 93, elle va poser un énorme problème, aux aux groupes islamistes et aux pays musulmans, notamment aux pays musulmans de tradition plutôt fondamentaliste comme l'Arabie Saoudite. Heu Le Koweït, les États-Unis ont dû se mettre sur des bases d'Arabie Saoudite. Et les problèmes de se poser sur ces bases d'Arabie Saoudite, c'était qu'ils foulaient la Terre Sainte, donc la Mecque, Médine et compagnie. Et ça plaisait pas du tout aux groupes islamistes. Les États-Unis, lorsqu'on avait besoin d'eux pour se battre contre l'URSS, c'est bien parce que c'est du pognon. Et en plus, ils sont pas regardants sur comment on le dépense, qu'est-ce qu'on fait les victimes civiles. Par contre, leurs militaires qui se posent en Arabie Saoudite pour intervenir au Koweït, même si c'est pour libérer un pays musulman allié, hein, l'Irak de Saddam Hussein à l'époque, elle est pas très, elle est pas très islamiste comparée à certains pays de l'époque. Mais voilà, il y a ce côté, il faut intervenir. Il faut intervenir, euh, voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Et ces islamistes, ben, il y a un mouvement de rejet qui apparaît. Il y a Ben Laden, notamment, donc qui est à la tête de Al-Qaïda, qui est très proche, notamment, des cercles de pouvoir d'Arabie Saoudite. De mémoire, en 93, il est reçu par le roi d'Arabie Saoudite. Donc, je crois pas que ce soit Faisal, je crois que c'est son prédécesseur, je suis pas sûr là-dessus. Mais il est reçu par le roi d'Arabie Saoudite sous recommandation des services secrets saoudiens qui disent c'est une personne qu'il faut écouter, il a fait le djihad en Afghanistan, voilà, c'est un homme de confiance. C'est un homme de confiance. Eh bien, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué que Ben Laden va avoir une tribune vis-à-vis du roi d'Arabie Saoudite, va lui dire que le problème du monde arabo-musulman, ce n'est pas Saddam Hussein, ce n'est pas l'invasion du Koweït. Saddam Hussein n'aurait jamais tenu le Koweït sur le long terme, il était persuadé que les États-Unis ne bougeraient pas. Mais le problème de Ben Laden, c'était l'inféodation, enfin en gros le système de vassalité qui existait entre l'Arabie Saoudite et, euh, et les États-Unis, qui pour lui il était hors de question. On ne foule pas la Terre Sainte, on ne viole pas la Terre Sainte avec enfin voilà, le discours de Ben Laden à l'époque est très clair. Il est très clair. Et, euh, et ça va provoquer un premier problème. Ben Laden va commencer à financer les attentats contre les intérêts américains. D'abord, dans un premier temps, il va financer des attentats contre les intérêts américains à l'étranger. Après, il va y avoir le premier attentat du World Trade Center,
qui est un attentat où un camion bourré d'explosifs va faire sauter une gare centrale, enfin va se faire sauter dans un parking et donc va faire sauter une gare centrale, dans donc aux immeubles du World Trade Center à New York. Et ça a provoqué un premier problème. Ça a provoqué un premier problème pour qui d'abord? Mais d'abord ça a provoqué un premier problème pour pour tout simplement, les États-Unis dans un premier temps. Ça a provoqué un premier problème dans les relations des États-Unis avec d'autres pays. Et cette première série d'attentats, donc qui va se poursuivre ailleurs, il y a un camion de soldats américains qui va se faire sauter en 95. Il y a il y a tout un tas de trucs qui va faire que Ben Laden sera banni d'Arabie Saoudite et ira vivre au Soudan, donc la République islamiste du Soudan, donc qui à l'époque n'était pas divisée en 2 pays. Aujourd'hui, le Soudan est divisé en 2 pays et le Soudan à l'époque, bah, c'est une république islamiste où Ben Laden entraîne certains terroristes. Il entraîne d'abord certains terroristes, tout bêtement, des terroristes, comment dire? Bah, déjà, il va entraîner certains terroristes et je pense notamment aux terroristes de groupe qu'on reverra plus tard, dans les guerres en Afghanistan et en Irak. Il va ensuite également financer une partie du régime saoudien, du régime soudanais parce que Ben Laden était très riche. Ben Laden est quand même un héritier d'une famille récente d'Arabie Saoudite, mais d'une famille démentiellement riche. Je crois que c'est quelque chose comme le septième fils de cette famille, donc il avait un certain patrimoine, une certaine éducation, une certaine modernité finalement dans ses propos, dans la manière d'agir et bah, il va apporter une certaine expertise à la République islamique du Soudan. Mais en 95 ou en 96, il est viré du Soudan parce que, c'est une personne beaucoup trop problématique. C'est une personne beaucoup trop problématique à garder sur le territoire et beh, c'est un truc dont il faut prendre en compte. C'est, il est trop problématique à garder sur le territoire, il est trop, il il est ça enfin, voilà, il emmerde trop. Il emmerde trop. Il emmerde trop et on le dégage. On le dégage. Donc voilà, il est dégagé du Soudan. Il va trouver donc, refuge en 96 ou en 98 en Afghanistan. Je crois que c'est en 98 en Afghanistan. Il va trouver refuge en 98 en Afghanistan, où, il va acheter, sa liberté auprès des talibans, mais en fait en leur promettant en leur promettant en fait, en fait, en leur promettant une expertise militaire, en leur promettant un entraînement, l'entraînement de soldats, de terroristes et surtout un financement et également un certain contact, heu et et voilà. Et voilà ça va amener finalement les talibans à défendre Ben Laden coûte que coûte, notamment soutenu en sous-main par le Pakistan qui trouve son intérêt à maintenir les islamistes. Une personne comme Ben Laden, ici ça permet d'avoir un ennemi, identifiable pour les États-Unis et d'éviter de trop se tourner dans des régions où certains autres pays ne veulent pas venir, notamment les, les États le Pakistan ne veut surtout pas ils ne veulent surtout pas que les États-Unis se tournent dans leur conflit avec l'Inde ou dans leur conflit avec la Chine, pour eux, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà, ça va provoquer finalement cette série d'attentats va provoquer finalement une traque de Ben Laden parce que les Américains vont en avoir marre de manger des attentats sur leur sol ou contre leurs intérêts, ils vont provoquer une traque. Et donc, on arrive du coup à de nouveaux événements. D'abord, le 9 septembre 2001, le commandant Massoud se fait assassiner par 2 terroristes, d'Al-Qaïda et ça, c'est quelque chose de très, si vous voulez, de très marquant. Pourquoi? Parce que, Al-Qaïda ne poursuit pas le même but que les talibans. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui de dire ça, mais à l'époque, Al-Qaïda, le commandant Massoud, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, avoir une sécurité, finalement ne pas avoir de problème avec, le régime taliban pour éviter typiquement que les talibans les vendent. Parce que en 2001, Ben Laden, avant de la part, de certaines personnes qui lui sont fidèles dans le régime taliban, que le régime, taliban est en train de négocier son extradition avec les États-Unis en échange de concessions économiques ou de lâcher, certaines personnalités comme le commandant Massoud. Le projet est avorté suite à l'attentat du 9 septembre. Pourquoi? Parce qu'Al-Qaïda va commettre cet attentat en signe de bonne foi et de bonnes relations, donc cet attentat qui est un assassinat également, sous signe de bonne foi et de bonnes relations avec le régime taliban. Et le régime taliban, à ce moment-là, est bloqué.
Il ne peut pas vendre et désavouer Ben Laden vis-à-vis de la plupart des personnes qui le suivent. Pourquoi? Parce que Ben Laden leur a prouvé qu'il était de leur côté. Ben Laden, du point de vue des talibans, c'est un bon musulman. C'est quelqu'un qui a fait le djihad, qui les a aidés pendant la guerre, et de surcroît, il remplit finalement un carnet de bord politique. Donc, à partir du 9 septembre 2001, les talibans sont sûrs et certains, ils ne vendront pas Ben Laden est un allié. Et c'est en ça que l'assassinat du commandant Massoud est très important. Parce qu'à ce moment-là, Ben Laden s'achète une fidélité, pas sans faille, mais une vraie bonne fidélité de la part du régime, taliban en Afghanistan. Et ça, il faut le prendre en compte, ça, il faut le noter. Il faut le noter, il faut voir à quel point c'est important. Et donc après cet assassinat, 2 jours plus tard, sur les attentats de septembre 2001, donc c'est le triple attentat qui visait le Pentagone, les World Trade Center, et je sais plus si c'est la Maison Blanche ou le Capitole, l'autre, mais de toute façon, voilà. Donc, le 11 septembre 2001, il est surtout retenu pour les attentats des Twin Towers, donc au World Trade Center. Donc c'était le plus grand gratte-ciel qui existait au monde. C'était également, alors, est-ce que c'est plutôt une vision a posteriori, a priori qu'on raconte ça? Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de politologues, d'historiens et même, de politiques tout court, qui estimaient que les Twin Towers étaient un symbole de la puissance américaine. À titre personnel, et ça vaut que moi. Ça vaut que pour moi. Je pense que il faut se calmer sur le fait que les Twin Towers, c'est un symbole de puissance. C'est un symbole capitaliste, sûrement. Un symbole de puissance des États-Unis, peut-être pas. Les Twin Towers n'ont pas le même impact que le Pentagone, que le Capitole, que la Maison Blanche, que certains autres, voilà, que la Statue de la Liberté, par exemple, si on veut prendre un truc dans New York. Ça avait pas le même impact. Ça a pas la même puissance, ça a pas la même aura. Parce que les Twin Towers sont finalement qu'un symbole économique. Les États-Unis ont bâti leur légitimité sur autre chose que l'économie, ou du moins ils croient l'avoir bâti sur autre chose que l'économie. On reviendra sur la pertinence de cet argument ou pas. Mais on y est. On y est. 11 septembre 2001, c'est les attentats. Très rapidement, Ben Laden revendique les attentats, enfin Al-Qaïda revendique les attentats à travers la voix de Ben Laden sur la chaîne Al Jazeera. Euh, il y a pas trop de débat sur le fait que ce soit lui. On apprend plus tard, suite à une enquête, un peu plus poussée en interne des Américains, que, les services secrets français, notamment, les avaient prévenus qu'un attentat à base de détournement d'avion pourrait se produire dans New York et que, les services, secrets américains, en août 2001, avaient certifié à George Bush que, tranquille, ça ne pouvait pas arriver. Bon, surprise motherfuckers, c'est arrivé. C'est arrivé. Ça causera des dégâts. Ça va causer des dégâts, indubitablement, et pas que matériels. Ça a également traumatisé les États-Unis. Je reviendrai pas sur cette partie où ça traumatise les États-Unis parce que je dirais pas que c'est bien fait parce qu'il y a 2000 personnes innocentes qui sont mortes, mais c'est une conséquence assez logique des actes des États-Unis depuis 40 ans dans le Moyen-Orient, dans l'Asie de manière générale, parce que le Moyen-Orient est en grande partie dans l'Asie et est en grande partie imbriqué dans le système asiatique. Et depuis la guerre du Vietnam, les agissements des États-Unis en Asie sont pas vraiment des agissements recommandables, donc on peut pas, enfin, c'était difficile de les défendre, je pense, dans cette région-là, et ça va provoquer des problèmes en fait, ça va provoquer d'énormes problèmes dans la région, l'intervention américaine, dans des pays comme le Vietnam, comme le Cambodge ou le Laos, où la présence américaine, ou justement la menace américaine va amener des régimes à commettre des choses qu'ils n'auraient peut-être pas commis dans d'autres circonstances, dans une circonstance beaucoup plus apaisée, ou sans le risque de se faire renverser par une puissance étrangère surpuissante. Sans vouloir dédouaner les régimes de l'époque, hein. Les Américains ne sont pas les grands méchants, et les régimes de ce qu'on appelait le tiers-monde autrefois, n'étaient pas que tous des grands gentils. La politique est beaucoup plus complexe qu'un simple binôme noir-blanc. Mais voilà, ce raisonnement manichéen s'applique pas vraiment. Mais voilà, c'est en partie compréhensible, les attentats de septembre 2001. C'est en partie compréhensible dans le sens, et je veux pas dire que je les excuse autres, mais c'est en partie compréhensible dans la logique de domination dont s'était imposé les États-Unis. Il devait y avoir une forme de révolte. Il devait y avoir une forme de révolte. Le truc étant que sur le triple attentat à aviation, si on enlève les passagers de l'avion, à part aux Twin Towers, il n'y a pas eu beaucoup de victimes. Donc ça calme aussi pas mal, ça va aussi énormément nourrir des théories du complot, notamment sur l'attentat du Pentagone, mais c'est pas le sujet, j'ai pas forcément envie de me lancer dessus, parce que moi je suis pas sûr et certain que ce soit la meilleure manière de traiter ce genre de choses par le prisme des théories du complot. Mais voilà. Donc les attentats de septembre 2001 vont provoquer une réaction américaine. Cette réaction américaine, on la verra plus tard, mais vous en doutez parce que vous connaissez un petit peu l'histoire,
ça va être, la guerre, ça du coup, ça va être l'invasion de l'Afghanistan. Il est temps aussi également de faire un rappel sur ce qu'était l'Afghanistan taliban. L'Afghanistan taliban, c'est quoi? C'est un régime issu de guerre civile, donc c'est toujours un régime dont la légitimité est remise en cause. C'est beaucoup plus la légitimité d'un pays d'un régime qui prend le pouvoir en 40 ans de guerre civile, l'Afghanistan les a connus. Il y a eu d'abord une république, et ensuite les communistes, ensuite il y a re une république, ensuite les talibans, la légitimité est discutable. Par contre, la différence de l'Afghanistan taliban avec le reste des régimes précédents, c'est que c'est un régime très isolé. Pourquoi? Les talibans ne plaisent pas. Ils étaient nécessaires, ils ne plaisaient pas. Massoud plaisait. Massoud, il y avait beaucoup de pays européens, d'intellectuels, enfin intellectuels entre guillemets, parce qu'il y a Bernard-Henri Lévy dedans, donc voilà, faut toujours se méfier de ce qu'on met derrière intellectuel. Mais euh, ouais, c'était une pique assez gratuite sur Bernard-Henri Lévy, mais je la revendique. Je la revendique parce que en vrai, on sous-estime également l'impact qu'il a eu dans ce genre de soucis. Mais donc ces certains intellectuels avaient un petit peu idéalisé qui était Massoud, finalement. Qui est Massoud pour eux? Massoud, c'était vraiment un personnage aimé, de la part des plupart des intellectuels. Les talibans ne le sont pas. Les talibans ne le sont pas et même dans le monde musulman, ils ne font pas l'unanimité. Ils sont soutenus par le Pakistan et par certains pays du Golfe, notamment, le Qatar, à une époque, a été très proactif vis-à-vis des talibans. L'Arabie Saoudite, quand Ben Laden était leur allié et que Ben Laden était un agent des services secrets saoudiens. Mais globalement, les talibans sont un régime isolé. En dehors du monde musulman, personne ne les soutient, très peu de personnes les reconnaissent. Le Pakistan, même le Pakistan les soutient, pas forcément pour des raisons idéologiques, mais plus pour des raisons géopolitiques. Le Pakistan veut s'assurer d'avoir un régime à ses frontières dans le cadre d'un conflit de plus en plus présent avec l'Inde. Ils veulent avoir un régime de l'autre côté de la frontière qui leur soit acquis. Donc voilà, c'est un régime très isolé. Et ça va jouer dans la raison pourquoi on peut si facilement, entre guillemets, déclarer la guerre à l'Afghanistan. Et voilà, et c'est on est dans cette situation-là et il y a 2 camps principaux donc dans l'opposition à ces talibans. Il y a un camp qui va très rapidement disparaître, mais qui est le camp républicain, c'est-à-dire que la République d'Afghanistan était un compromis entre toutes, les factions qui avaient chassé les communistes des pouvoirs. Et le camp républicain, c'est finalement l'issue de ce compromis. C'est des gens qui n'étaient pas des Pashtuns, donc qui n'appartenaient pas à l'Alliance du Nord de Massoud. C'est des gens qui étaient peut-être croyants, mais qui n'étaient pas assez pour appartenir aux talibans. C'était des gens, notamment pas mal de chiites, qui étaient soutenus par l'Iran, qui avaient un certain agenda par rapport à ce pays, dont ils sont également frontaliers. Il y avait aussi tout simplement tout un paquet d'Ouzbeks, de Tadjiks et compagnie qui étaient venus se battre ici parce que pour eux c'était une forme de djihad. Et ce camp républicain va très rapidement imploser, hein, en 2001 lorsque l'ONU déclare la guerre, enfin lorsque l'ONU déclare la guerre, lorsque les Occidentaux, sous mandat de l'ONU, envahissent l'Afghanistan, il y a plus de camp républicain. Par contre, il y a l'Alliance du Nord de Massoud, donc qui se situe dans la vallée du Pandjir, heu et qui du coup va être, comme je l'ai développé plusieurs fois, un acteur très important dans cette région et un acteur très important dans cette région, bah, c'est pas peu de le dire. Massoud est une personne, Massoud est une personne respectée. C'est pas forcément un bon militaire, mais c'est un très bon gestionnaire et il va fortifier la vallée du Pandjir. Il a résisté et il résiste et c'est pas étonnant. Il a résisté à un camp qui était bien plus armé qu'eux, qui était l'URSS. L'URSS a tenté plusieurs fois d'envahir la vallée du Pandjir et ils n'ont réussi à la prendre qu'une fois pour s'en faire chasser moins de 6 mois après. La vallée du Pandjir est complètement acquise à Massoud et ça va jouer. À partir de 98, les talibans décident d'héberger Ben Laden. Il y a 3 raisons. Donc, il y a celles qui sont à l'écran, déjà pour commencer, qui sont en fait une seule et même raison. C'est-à-dire que argent, contact et matériel, Ben Laden en fournit tout ça uniquement du fait de sa personnalité. Il y a également une légitimité politique à avoir vis-à-vis de certains États musulmans. Ben Laden est un héros dans la plupart des pays musulmans. Contrairement à ce qui a été dit après, où Ben Laden était quelqu'un de plutôt anonyme de plutôt, heu, de peu connu, finalement une personne, pas lambda parce que son destin, un petit peu a de quoi plaire, est un destin de héros, heu, pour certaines personnes et ce destin de héros, bah, il va s'expliquer. Il va s'expliquer parce que, heu, Ben Laden, en 98 lorsqu'il est hébergé par les talibans,
en plus de leur fournir argent, contact et matériel, en plus de leur fournir la légitimité, bah, il va tout simplement leur fournir une expérience. Parce que les talibans, ils ont gagné la guerre civile en Afghanistan, c'est bien. Les moudjahidines, la guerre interne au sein des mouvements islamistes et compagnie, ils l'ont gagné, c'est très bien. Mais Ben Laden, c'est un autre niveau. Ben Laden, c'est du terrorisme. Ben Laden, c'est de la guérilla. Ben Laden, c'est justement du coup de la répression de guérilla. C'est 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 des éléments qu'ils n'ont pas, c'est des éléments qu'ils ne connaissent pas. Donc qui ne même que même les talibans, je vais oser le dire et c'est pas très compliqué d'oser le dire, ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que Ben Laden fait, ce que Ben Laden en propose. Donc Ben Laden est un allié. Ben Laden est un allié. Ben Laden est une ça enfin, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux. Toutefois, la pression internationale, elle est telle enfin, quand on dit pression internationale, on parle de pression des États-Unis et des pays occidentaux, hein, faut pas rêver, hein. Les Chinois, les Russes, les Indiens, ils s'en foutent, hein. Mais, enfin, quoique les Indiens, il y a le côté faire chier les Pakistanais qui jouent pas mal. Mais, excusez-moi, mais, voilà, il y a une négociation qui se démarre entre talibans via les services secrets intérieurs du Pakistan. Pourquoi? Parce que depuis l'accession, du dictateur. Oh putain, j'ai le OK, génial. Du dictateur du Pakistan en 96. Mais en fait, ce dictateur, qui est également un général de l'armée, c'est un ancien, il est très proche de ses services secrets, il est très proche de ses, voilà, de toutes ces personnes et il va leur fournir, il va comprendre très rapidement que l'Afghanistan est un terrain de jeu parfait pour les intérêts pakistanais. Et mais toutefois, il comprend aussi également, c'est que si les États-Unis, il comprend quelque chose, c'est que les États-Unis sont tout puissants. Si les États-Unis décident de renverser tout un régime juste pour récupérer un homme, ils le feront. Ils l'ont fait par le passé ou ils ont tenté de le faire par le passé. Donc les Pakistanais entament des négociations via les talibans pour livrer Ben Laden. Revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'assassinat de Massoud au 9 septembre 2001. Ben Laden va en entendre parler et va prouver son allégeance de cette manière au régime taliban. Le régime taliban ne préférera du coup pas continuer ces négociations car ils auront peur de ce qui pourrait se faire. Car ils auront peur de ce qui pourrait se faire. Et ça va donner, donc, l'invasion de l'Afghanistan. Cette invasion de l'Afghanistan, sur cette magnifique photo pixelisée que vous avez à l'écran, va être une opération militaire très courte. C'est-à-dire qu'il y a pas tortille du cul pour chier droit. Voici le truc de l'opération. Faut bien comprendre que du coup, ce que vous voyez à l'écran, donc avec la vallée du Panchir que vous pouvez voir au nord-est du pays, c'est déjà contrôlé par des alliés. Après, il y a des blocs. Il y a des blocs notamment soutenus par l'Iran. L'Iran n'a pas intérêt à ce que ce soit les talibans et leur vision très rigoriste de l'islam, du sunnisme notamment, qui prennent le pouvoir. Ils sont pas contre la vision rigoriste de l'islam, ils sont contre la vision rigoriste sunnite. Donc, l'Iran, sans forcément participer directement à cette invasion, euh, ils font rien. Ils, ils demandent à leur groupe, aux personnes qui soutiennent, à des, à leur groupe, simplement à leur groupe militaire qu'on verra opérer partout, dans le Moyen-Orient plus tard, ils vont leur dire: «Bah, allez-y, allez-y, enfin, faites-vous plaisir». Le Hamas, attends, le Hamas, c'est palestinien, je crois. Mais, voilà, il y a les groupes il y a les groupes, militaires il y a les groupes, militaires iranais iraniens, putain, je vais y arriver, iranais, putain, qu'est-ce que je dis, moi? C'est quoi le groupe militaire, chiite là qui a opéré partout là. Le Hezbollah, putain, je suis con. Le Hezbollah, qui est un groupe plutôt vieux, plutôt ancien donc dans la géopolitique de la région, heu, il va combattre, pas forcément aux côtés des Américains, mais en tout cas pas contre eux. Ce qui est plutôt voilà, ce qui est plutôt ironique quand on y pense. Heu, Ce qui est plutôt ironique et ça va pas poser problème à personne. L'Iran aujourd'hui était entre guillemets, en tout cas sous Donald Trump, un grand ennemi de l'Afghanistan. Toutefois, bah, là, c'est pas grave. Là, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Donc, vous pouvez voir du coup sur cette magnifique, image, encore une fois pixelisée, j'en suis désolé, hem, la plupart des protagonistes. Donc, d'abord, vous avez l'Alliance du Nord de Massoud, qui est quasiment à la frontière de Kaboul. Vous avez les groupes chiites, qui sont prêts. Vous avez ensuite également les Ouzbeks.
Les Ouzbeks vont jouer un rôle très important. Les Ouzbeks ne sont pas forcément hyper, en fait, les Ouzbeks ont d'abord des revendications territoriales. Ils ont des revendications territoriales sur une partie du nord de l'Afghanistan, car ils estiment que, étant donné que étant donné que ce sont des régions avec de très fortes minorités ouzbèques, voire une majorité ouzbèque dans la région, ça devrait leur revenir. Donc, l'Ouzbékistan a lancé une opération d'invasion il y a en pleine guerre civile et a occupé certaines provinces qu'ils ont dû libérer lorsque les Américains ont occupé l'Afghanistan, pour conserver l'unité territoriale. Mais voilà, vous avez des acteurs qui sont pas forcément de l'OTAN, qui sont pas forcément de l'ONU, mais qui existent. Et c'est important. C'est important pourquoi? Parce que, l'invasion de l'Afghanistan et la raison pour laquelle heu, elle va aussi rapidement, elle va aussi rapidement prendre pied, c'est parce qu'elle bénéficie de partenaires locaux, l'Alliance du Nord, et elle bénéficie également de partenaires, extérieurs, qui ont tout intérêt à l'avoir. Finalement, le seul pays dans la région qui n'a pas intérêt à voir l'Afghanistan tomber sur le coup des Américains, c'est le Pakistan. Mais il est pas assez fort pour lutter contre tout ce beau monde. Déjà, il avait du mal à maintenir les talibans en vie et en place sans intervention militaire sans intervention militaire, mondiale. C'est pas avec l'intervention militaire, c'est pas avec l'intervention militaire, heu, des États-Unis qui vont pouvoir y changer comment donc très rapidement, l'Afghanistan est envahi, et puis personne ne peut rien y faire. Personne ne peut rien y faire. Envahir l'Afghanistan, c'était pas ça le problème. Le problème, ce sont les conséquences de cette invasion et les conséquences de cette invasion, elles sont très simples. Déjà, d'abord, c'est un État fracturé. Heu, l'État en fait, si vous voulez, les talibans, malgré toute leur prêche vis-à-vis de l'islam sunnisme, vis-à-vis de l'islam sunnite, malgré toute leur prêche sur, finalement le bon comportement que doit avoir un musulman, le bon comportement que doit avoir celui-ci et bah, en fait, ce sont les premiers trafiquants d'opium. Donc le Mollah Omar interdira le trafic d'opium peu avant, l'invasion américaine, mais de facto, il a toujours existé et le trafic d'opium, donc via la culture du pavot, bah, il va être rompu avec cette invasion. Pourquoi? Parce que les Américains ont aucun intérêt à laisser continuer le trafic d'opium. C'est pas du tout dans l'intérêt, le pavot, la culture du pavot, c'est pas du tout dans l'intérêt. Il y a d'autres ressources en Afghanistan selon eux, les pierres précieuses notamment. Il y a également quelques réserves de gaz, de pétrole. On prend toujours quand on est américain et qu'on envahit. De toute façon, ça va leur coûter quasiment 1000 milliards de dollars sur 20 ans, donc ils ont intérêt à se rentabiliser ailleurs. Mais du coup, la deuxième conséquence de tout ça, c'est que c'est la construction d'un État afghan. Oui, un État afghan, certes, mais un État afghan extrêmement corrompu. On l'a vu avec la chute de Kaboul, le président qui fuit la capitale, les généraux qui une fois qu'ils ont compris qu'il y avait plus de soutien extérieur, se sont rendus ou alors pire, beh, ont trahi du côté taliban. L'État afghan était complètement corrompu, le détournement d'armements, le nombre d'enquêtes. Là, par exemple, il y a pas mal d'enquêtes américaines. Les Américains se sont retrouvés devant un petit problème. Donc, c'est une petite anecdote que j'ai lue donc dans le journal Le Monde. Donc Le Monde diplomatique pour être exact, donc qui était une bien meilleure version du Monde, hein. Je conseille pour ceux qui aiment la culture média de lire Le Monde diplomatique plutôt que Le Monde. C'est un peu plus complexe, un peu plus dur, c'est un peu plus farfouillé, mais c'est également un peu plus, beh, voilà, alors du fait de sa complexité, c'est beaucoup plus intéressant et il disait que, beh, avec, que ça ils interviewaient en fait un juriste extraterritorial américain qui disait: «On a un gros problème avec, l'invasion de l'Afghanistan par les talibans, c'est qu'on était en train de juger ou d'enquêter sur des officiels afghans, sur des généraux afghans, qui avaient trafiqué des armes et qui s'étaient fait payer en dollars. Et du fait de certaines lois américaines, ils considèrent qu'à partir du moment où une transaction se fait en dollars, peu importe le pays, peu importe la souveraineté, les Américains peuvent intervenir. Et ils avaient plusieurs enquêtes sur certains généraux afghans, colonels afghans, commandants afghans, sergents afghans, enfin tout un tas de personnes qui avaient accès à ces armes-là, à ces entrepôts d'armes, bah, ils se sont retrouvés dans la merde. Parce que les talibans, ils vont pas les laisser expatrier, surtout s'ils ont rejoint leur côté. Parce que les talibans, ils ont 2 manières de faire la justice. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Il y a pas de juste milieu sur le long terme. Il y aura un juste milieu sur le court et moyen terme parce qu'il va falloir ménager les Européens, il va falloir ménager les Occidentaux, il va falloir donner des garanties à ces pays-là pour éviter, une nouvelle invasion militaire. Mais voilà, il y a pas plus. Et ça va avoir une autre conséquence, mais plus cette fois-ci beaucoup plus américaine. Les Américains, en 93, ils ont découvert un truc qu'ils n'ont pas forcément trop expérimenté pendant la guerre froide parce que les conflits étaient trop importants. Mais là, sur des conflits de moindre importance, ils ont expérimenté les milices privées. C'est-à-dire des organismes militaires qu'on paye et qui font ton taf à la place de ton armée. Ça a deux avantages, c'est que un, c'est pas toi qui formes les militaires, donc ça coûte moins cher en formation, et de deux, les pertes des milices privées sont pas les pertes d'une armée, donc c'est beaucoup plus facile à expliquer derrière. Quand quelqu'un meurt dans une milice privée aux États-Unis, on s'en fout. Par contre, vous avez, si on va dire, si une dizaine de gars sont perdus, sont tués, tout le monde s'en fout. Si vous avez un Marines qui meurt dans cette intervention, c'est le branle-bas de combat,
c'est le branle-bas de combat aux États-Unis. Donc, les milices privées, bah, putain, mais c'est génial, les milices privées. Qu'est-ce qu'ils s'emmerdent? Enfin, les États-Unis, ils font un constat. Qu'est-ce qu'ils s'emmerdent à à faire travailler une armée qui va leur coûter très cher, où la moindre perte ou le moindre déploiement va être sujet de débat quand on peut juste faire intervenir des milices privées? Donc voilà, c'est une remise en route d'une partie de l'industrie militaire américaine et également pas que. Heu, Vous avez, je crois, sur une seule opération sur un ancien QG d'Al-Qaïda, déjà bombardé en 98 par Clinton, lorsque c'était Clinton au pouvoir, vous avez Bush junior qui, va leur faire une opération, je crois, fin 2001, début 2002, où il va bombarder un ancien quartier avec plus d'une centaine de missiles Tomahawk. Coût estimé de l'opération, quelque chose comme 40 millions de dollars, minimum. C'est-à-dire, en comptant le fait que c'était du vieux stock, qu'on dépréciait et compagnie. 40 millions de dollars. Vous vous rendez compte qu'ils ont pu claquer 40 millions de dollars sur un claquement de main et voilà. Pareil, heu, l'une des plus grosses bombes conventionnelles qui ait jamais été larguée et la plus grosse bombe à l'heure actuelle qui ait jamais été larguée officiellement sur un terrain conventionnel, donc ça exclut les bombes nucléaires par exemple et ça exclut certains trucs qu'ont fait l'URSS, dans en Tchétchénie, bah, c'est en Afghanistan. C'est l'armée américaine qui l'a lâché et ça pose question aussi parce que ça a été un terrain fertile d'innovation, de travail et voilà et du coup, c'est ce renouveau de cette industrie militaire et de ces milices privées, ça aura son importance en 2003 avec l'invasion de l'Irak, mais on n'y est pas encore. Par contre, ça va amener un problème aussi également très américano-américain, qui va être la contestation de la politique américaine. Si vous voulez, depuis la chute de Berlin, c'est une période que nous on n'a pas connue. Moi, par exemple, j'étais pas né à la chute de Berlin et en 2001, j'avais 5 ans. Donc, lorsque les Américains, j'allais avoir 6 ans en novembre. L'invasion est en octobre. Bah, c'est très dur de contester la politique américaine. Il y a eu un moment dans ce pays et dans la plupart des pays occidentaux, vous critiquiez les États-Unis, on vous affublait de tout ce qui ne se passait pas. C'est-à-dire qu'il suffit de revoir un truc tout bête, c'est les débats de On n'est pas couché du milieu des années 2000, fin des années 2000, où la moindre critique de la politique étrangère américaine vous amenait à vous faire clore au pilori par des gens comme Bernard-Henri Lévy. Bon, ça c'est pas grave, être clos au pilori par des personnes tout à fait discutables, c'est pas bien grave, c'est une personne qui défend l'interventionnisme. Mais voilà, vous étiez un petit peu ostracisé. Il y a l'exemple d'un géopolitologue que j'aime beaucoup, il s'appelle Pascal Boniface, qui est très connu depuis qu'il fait des vidéos, mais voilà, qui était connu bien avant dans certains milieux et cet homme-là a été clos au pilori pour 2 raisons. Parce qu'il a contesté la politique israélienne et parce qu'il a contesté finalement la domination américaine. Alors, on va pas nier que Boniface, a priori, à mon avis, enfin, à mon avis non, c'est-à-dire que tu as des journalistes qui ont enquêté, qui ont dit que voilà, Boniface ne roulait pas non plus que pour lui, il roulait peut-être pour des intérêts étrangers. Alors après, quand on cherche des intérêts étrangers, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est souvent fourre-tout et assez mal expliqué, mais son analyse, en tout cas, elle a le mérite d'être dite, elle a le mérite d'être en tout cas analysée et beh, de se rendre compte qu'il avait pas forcément tort. L'invasion de l'Afghanistan, il y a eu des excès terribles. Il y a eu des gamins qui ont été bombardés. Il y a des images que je voulais mettre au début, puis je me suis dit: «Non, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Twitch ou pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube quand je mettrai la rediff». Mais il faut voir que quand même, il y a des images où ils bombardaient des villages pour toper un terroriste. Alors moi, j'entends que si on n'est pas trop porté sur les droits de l'homme, si on n'est pas trop porté sur, voilà, la convention de Genève, que par exemple pour certains, aujourd'hui, certains politiques français, la convention de Genève, les droits de l'homme sont des obstacles, mais on peut quand même s'interroger sur certaines pratiques de bombarder des villages entiers pour deux, trois terroristes, voire un seul, voire pas du tout même. Et c'est des trucs dont il faut se poser des questions, il faut s'interroger. Et ces excès, cette manière assez arrogante et en même temps traumatisée d'imposer son pouvoir, la plupart des États qui font partie de la coalition de l'ONU, du mandat international de l'ONU, donc et pas que des pays occidentaux, il y a également des pays d'Europe de l'Est, il y a le Japon, je crois aussi de mémoire. Voilà, il y a des pays qui ont fait partie de ce mandat, qui commencent à reculer, qui veulent reculer. Donc, ça va amener à l'occupation lors de l'occupation de l'Afghanistan, finalement, si vous voulez, à plusieurs problèmes. D'abord, les États-Unis ne n'auront jamais contrôlé par eux-mêmes le territoire afghan. Au meilleur de leur contrôle du territoire afghan, je crois que c'est 90 du territoire afghan, dans les 90 il y a plus de la moitié des territoires qui sont détenus par des partenaires territoriaux. C'est-à-dire,
le Pakistan, par exemple, pour la ville de Jalalabad, l'Alliance du Nord pour tout ce qui est la vallée du Pendjab, donc c'est-à-dire pas des alliés au sens de l'OTAN, pas des alliés au sens de l'ONU, mais des acteurs locaux avec qui les États-Unis ont des points communs. Et ça va jouer énormément dans la reprise aussi rapide des talibans de l'Afghanistan, alors même que l'armée américaine est encore sur place. Ça va amener ça. Pourquoi? Parce que les Américains ne l'ont pas sécurisé, parce que, les personnes qui vivent dans la vallée du Pendjir, bah, souvent ceux qui se battaient contre eux, c'était leurs cousins, c'était leurs frères, c'était leurs oncles, c'était leurs tantes, enfin c'était des gens de la famille ou alors des personnes qu'on connaissait depuis tout petit. Donc peut-être moins l'envie de les arrêter, moins l'envie de les massacrer aussi, ce qui est compréhensible. Et et ça va avoir des problèmes parce que les partenaires territoriaux ne sont pas fiables. Le Pakistan a soutenu les talibans pendant tellement longtemps, a repris le soutien des talibans d'ailleurs, je crois en 2015 ou en 2016, lorsque les États-Unis annoncent officiellement qu'ils sont partis d'Afghanistan et que leurs dernières troupes sont des conseillers militaires. Voilà, ces partenaires territoriaux vont être enfin comment dire? Ça existe, enfin, ces partenaires territoriaux ne sont pas des alliés complètement fiables. L'Alliance du Nord estime, enfin, par exemple, dit aux États-Unis qu'ils tiennent, le nord-est de l'Afghanistan. Pour autant, dans la réalité, s'ils tiennent vaguement la vallée du Pendjir, c'est déjà ça. Ils résistaient. Ils n'occupaient pas, ils résistaient, c'était complètement différent. Mais les États-Unis vont en profiter également, ils vont pas être très regardants. Ils vont en profiter pour interdire la culture du pavot, donc qui fait de l'opium, donc qui fait tout un tas de drogues. Ces drogues-là, ne sont pas ne les États-Unis sont quand même encore un petit peu dans leur délire de l'époque Reagan de fight on drugs, de war drugs, donc ils ne sont pas dans cette optique-là de laisser passer ça et pourquoi pas? Mais vous diminuez les recettes fiscales du pays, donc enfin, la dépendance vis-à-vis des États-Unis est accrue. Ensuite, ils vont interdire les talibans et de manière générale, en fait, tout simplement tous les groupes plus ou moins islamistes, c'est-à-dire que ça va des talibans, ça va d'Al-Qaïda, qui sont effectivement des groupes islamistes sunnites opposés aux États-Unis, à des groupes islamistes chiites, ce qui va poser problème parce que déjà les chiites étaient des alliés. Ça va également poser problème lorsqu'on va interdire certains mouvements dans la coalition considérés comme troupes islamistes. Donc dans les dernières bribes de la République afghane, il y a des gens qui vont être encore plus séparés. C'est un merdier sans nom en fait, c'est un merdier sans nom. Les États-Unis sont arrivés avec leurs préjugés et ont tout flingué. Mais vous vous rappelez quand je vous disais que, les excès américains, notamment dans ces domaines-là, ça va amener un problème, c'est que l'ONU ne va plus pouvoir assumer cette guerre. L'ONU a assumé la guerre en octobre 2001, en septembre 2001, après les attentats. Pourquoi? Parce que c'était trop choquant. C'était trop choquant, personne s'y opposait, l'ONU a assumé la guerre. Par contre, en 2003, entre l'invasion de l'Irak, entre les excès américains qui commencent quand même pas mal à être documentés, où ça commence un peu à foutre la merde, l'OTAN va prendre la relève. Et l'OTAN n'est pas embarrassée des mêmes problèmes que l'ONU. Si l'ONU est une assemblée de tous les pays avec une prédominance pour les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui est très importante, il faut le reconnaître. Mais l'OTAN, lorsqu'ils prennent la relève en 2003, ils n'ont pas ce même problème-là. L'OTAN, c'est l'organisation du traité Atlantique Nord, c'est-à-dire principalement des Européens, à voir si on considère la Turquie dans l'Europe, des Européens, notamment des Européens occidentaux du Nord, même si on a intégré en 2003 pas mal de pays de l'Est, pas mal de ce genre de pays qui rêvaient du parapluie américain, qui rêvaient de la protection américaine. Et cet OTAN-là, et donc qui prendra la relève en 2003, c'est un OTAN qui ne va pas s'embarrasser des mêmes problèmes. Déjà, ça critique beaucoup moins les États-Unis, pour des raisons que j'ai déjà évoquées précédemment. Les États-Unis sont surpuissants, les États-Unis sont les représentants du modèle que défend l'Europe, avec des excès, ou en allant pas assez loin sur certains sujets, mais ce sont des représentants. Donc on ne les critique pas. En tout cas, pas devant tout le monde, on lave le linge sale en famille finalement. Enfin, ça c'est quasiment anecdotique, les dirigeants d'Afghanistan sincèrement. Hamid Karzai est mis à la tête de l'État afghan qui dirigea jusqu'en 2014. Quand il commence un petit peu à s'éloigner, des visions américaines sur la région parce qu'ils estiment que le départ d'Obama est trop tôt, que l'armée afghane est mal formée, on va gentiment lui indiquer que la porte pour sortir, c'est là-bas monsieur. Bien. Et il est suivi par Ashraf Ghani, qui sera du coup président jusqu'en 2021, jusqu'à sa fuite de Kaboul. Du coup, elle a tracé la fuite de Kaboul avec le président Ashraf Ghani, qui était parti avec des millions d'euros, mais qui en avait encore plein dans ses caisses. Comme quoi, les Américains, c'est génial, ils savent toujours bien faire. Un des, un des moments les plus importants, finalement, dans cette période, c'est 2003. 2003, les États-Unis envahissent l'Irak, donc sous mandat de l'OTAN et pas sous mandat de l'ONU, parce que la France a menacé de poser son veto. Et ça inquiète
pas mal, les Américains qui ne veulent pas essuyer cet échec-là devant l'ONU, donc ils préfèrent faire une invasion de l'OTAN. Beaucoup de pays européens disent qu'ils n'y vont pas. De mémoire, il y a dans les grands pays européens, il y a la France et l'Allemagne, mais il y a pas que, il y a plusieurs autres pays européens qui vont dire: «Non mais attendez, l'Irak, c'est une connerie. On n'y va pas, vous nous menez en bateau, ça va déstabiliser la région», enfin voilà. Et le prétexte qui va finir de convaincre certains pays, ou du moins qui va donner des excuses à certains pays pour y aller, comme par exemple les Britanniques, ça va être la détention d'armes de destruction massive. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par armes de destruction massive? Ce sont des armes chimiques en fait, principalement, il faut pas se mentir, ce sont des armes chimiques que le régime, irakien n'avait pas, que le régime irakien ne pouvait pas utiliser parce qu'il n'avait pas les capacités technologiques, que Bachar al-Assad en Syrie utilisera d'ailleurs contre les islamistes, mais également contre les rebelles républicains, sans que ça pose problème à personne cette fois-ci. Mais là, encore une fois, c'est pas le débat. Mais c'est très intéressant de voir cette dystopie, cette dissonance cognitive des États-Unis qui interviennent sur des faux prétextes et qui n'interviennent pas lorsqu'il y en a des vrais, en tout cas justifiés selon eux. En plus, les États-Unis étaient déjà intervenus en 93. En 93, bon, bah, ils étaient intervenus pour empêcher Saddam Hussein de détenir le Koweït, d'éviter que Saddam Hussein, mette, la main sur la plupart des puits de pétrole, de la région, et donc du coup puisse imposer c'est un petit peu ses conditions à l'Europe. À l'Europe, aux États-Unis, ça plaisait pas trop cette idée d'avoir un Saddam Hussein tout puissant, d'avoir un Saddam Hussein capable de dire: «Bah, écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Très bien, il y a pas de souci. Par contre, bah, du coup, vous avez plus de pétrole». Ça plaisait pas. Les chocs pétroliers avaient été suffisamment graves, ce sont les dernières grosses crises économiques, les chocs pétroliers de l'époque. Même si tu as une crise du logement qui apparaît aux États-Unis, tu as d'autres crises économiques, des crises de l'immobilier, des bulles financières, qui vont amener tout simplement, qui vont toutes se coaguler pour exploser en 2008, et tout simplement pour réduire hem, le mode de vie des Américains pendant un petit moment. Et voilà, les États-Unis sont déjà intervenus dans cette région en 93. Ils estiment que ça va pas prendre longtemps de renverser l'Irak. En soi, ils ont raison. Ça va pas prendre longtemps de mettre l'Irak sous leurs bottes. Là, ça va déjà commencer à être problématique, et surtout, ils sont persuadés que voilà, cette opération qui est menée hors cadre de l'ONU, bah, elle va y avoir aucun problème. Bah non, parce que vous avez le grand discours de Villepin, parce que qui est une leçon en matière de dialectique, en matière de discours. D'ailleurs, il y a un film avec Thierry Lhermitte dessus, je vous conseille de le regarder. En tout cas, pas forcément de regarder tout le film parce que le film est un peu long et est un peu nul, mais ce moment-là dans le film et le discours, l'avant du discours, travaillé dans le film, et selon l'aveu même de Villepin, de Thierry Lhermitte et tout, de personnes qui ont travaillé sur le sujet, et il est franchement similaire à ce qui s'est passé. Donc je vous invite à aller le voir. Si vous voulez, je pourrais vous mettre le titre dans les commentaires, ou plus tard, dans les commentaires de la vidéo sur YouTube et compagnie. Je pourrais vous la mettre parce que ce film est très, très intéressant. Ce film est très, très intéressant. Et donc cette guerre face à Saddam Hussein, et pas à Saddam Hussein comme j'ai écrit, va mener à l'écroulement du régime. Ça va également être très fortement dénoncé, surtout, certains pays du monde musulman, le Qatar notamment, mais pas que, les Émirats arabes unis, et quand les Émirats arabes unis font quelque chose, souvent l'assentiment de l'Arabie saoudite est derrière, mais l'Arabie saoudite peut pas se permettre pour des raisons, voilà, pour des raisons pratiques de prendre contact directement avec les talibans. Mais le retour du contact avec les talibans, notamment aussi de la part du Pakistan, va être fait pour ça. Pourquoi? Parce que les Américains ne sont plus tout puissants, ils ne sont plus, voilà, leurs décisions ne font plus loi. Et c'est important de prendre conscience. Je sais que depuis le début, je vous fais chier avec des détails où j'estime que beaucoup de choses sont importantes, mais dans le contexte afghan, c'est très, très important. Et cette opération qui est menée hors cadre de l'ONU, c'est le merdier! C'est le merdier à assumer. Tu ne peux pas l'assumer, tu ne veux pas l'assumer, parce que tu dérapes beaucoup trop rapidement. Tu as le témoignage de personnes qui étaient des infiltrés, qui étaient des contacts de la CIA sur place, qui se sont retournés en pleine invasion. Parce que bombardement de zones civiles, parce que le problème pour eux, c'était pas forcément, pour le président américain, c'était pas forcément Saddam Hussein, c'était d'autres problèmes, c'était pas ça, c'était le fait de prendre pied dans un état où énormément de puits de pétrole y sont. Voilà. C'est toute cette opération, il va être un tournant pour l'Afghanistan parce que les talibans vont pouvoir respirer. Ensuite, cette opération elle va être très simple parce qu'en 2007, naît, en Irak, un groupe qui s'appelle l'État islamique. Très connu en France pour être les commanditaires présumés des attentats du Bataclan, des attentats de Charlie Hebdo, des attentats du Stade de France, tous des attentats qui sont jugés aujourd'hui, ces groupes islamistes, ils émergent à cette époque-là, en 2007. Ce groupe islamiste-là, en tout cas, et il a une vision radicalement différente d'Al-Qaïda. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que Al-Qaïda n'avait pas pour but véritablement de former un État. Pour eux, le but, c'était de semer la terreur et de repousser l'influence américaine le plus possible, selon les propres mots de Ben Laden, de frapper tous les intérêts américains, où qu'ils soient dans le monde. Et pas nécessairement de créer un État islamique. L'État islamique
L'État islamiste, du coup, en Irak et en Syrie, lui, il va avoir un autre but. Lui, il va avoir un but très simple. Cet État islamiste, ce qu'il veut, c'est réimposer le califat. Il veut réimposer le califat, donc le califat islamique qui a duré jusqu'à l'invasion des Seldjoukides au XIe siècle et qui était finalement un régime, je crois pas sûr que ce soit jusqu'au XIe siècle, mais pas loin en tout cas. C'est quelque chose comme le XIe siècle, il me semble que c'est un peu juste avant les croisades et que c'est la raison pour laquelle c'est une des raisons pour lesquelles en partie les croisés ont pu facilement envahir, c'est qu'il y avait plus de structures musulmanes dominantes dans la région. Mais je m'égare. Et cette émergence de groupes islamistes, heu, il y avoir une conséquence, c'est qu'un État comme l'État islamique, au début ça peut voilà, ça peut sembler être, anecdotique. Mais ça va proposer une autre version du terrorisme, une version de terrorisme qui ne plaisait pas ou qui n'était pas adaptée dans certains pays. Et ça va notamment proposer des versions du terrorisme et des visions du terrorisme à des pays en Afrique. Beaucoup de pays en Afrique, au Nigeria, au Mali, au Soudan, on peut même dire et pas forcément que dans ces régions-là, je pense on peut même aussi un peu penser à l'Azerbaïdjan sur certains aspects, ça va remettre à la mode le fait, la vieille tradition d'islam de ne pas mélanger le la religion et l'État. Enfin, plutôt aussi de la remélanger vraiment et pas juste de faire des mélanges superficiels. Le Mollah Omar, dirigeant des talibans, dirigeant emblématique, donc que j'ai présenté lors du dernier live, en appartient. C'est une personne, si vous voulez, heu, qui n'avait que très peu de pouvoir effectif et là, l'État islamique en Irak et en Irak, pauvre Irlandais, ils ont rien demandé. En Irak et en Syrie, il va imposer une autre vision. Cette autre vision, ça va être celui d'un État fort, d'un État centralisé et décentralisé, gouverné par des élites, pas forcément des élites véritablement croyantes, mais des élites qui savaient gérer la religion pour les autres. Et cette émergence de groupe, ça va provoquer un problème parce que vous êtes la France. Vous avez des attentats qui viennent d'une région où vous avez des soldats, parce qu'on avait des soldats en Afghanistan. Heu Qui vient d'une région également où vous n'avez pas participé, ou très peu. La Syrie, on a participé un petit peu en Syrie, mais en Irak, on n'était pas là. Et vous avez l'attentat de la partie là qui le revendique, qui, dans la plus pure tradition de l'islamisme, l'a financé à travers d'autres courants, que la DGSI, la DGSE n'ont rien pu faire, que les services secrets de nos pays alliés s'ils étaient au courant, ne nous ont pas contactés, mais très probablement n'étaient pas au courant. Et ces nouveaux groupes islamistes, c'est des problèmes parce que Al-Qaïda, on connaît. Al-Qaïda, on connaît, c'est infiltré, ou si c'est pas infiltré, les méthodes sont connues. L'État islamique, c'est vraiment tout nouveau. Et vous allez vous retrouver dans une situation où cet État islamique va être en guerre contre les talibans en Afghanistan, contre Al-Qaïda en Syrie, contre Al-Qaïda en Irak, contre les Américains partout où ils peuvent être en guerre, contre les Occidentaux, contre les régimes républicains dans les endroits où ils sont. Donc voilà, vous avez plein d'endroits où ils sont. Vous avez plein d'endroits où ils sont. Et ces endroits où ils sont, ça pose des soucis. Ça pose des soucis. Pourquoi? Parce que pas, pas, pas- parce que, pas- parce que vous ne voulez pas que ces régimes, vous ne voulez pas que ces régimes soient aussi forts. Et donc, ces groupes islamistes vont amener, à mes yeux, la permission de la reprise en main pour les talibans. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'EI émerge, l'EI c'est l'État islamiste, hein, j'ai un peu la flemme de redire à chaque fois l'État islamiste d'Irak et de Syrie, mais si je viens de le redire. Heu, Ça a amené la reprise en main des talibans. Pourquoi? Parce que les talibans ne sont plus vus comme la menace ultime, ni même Al-Qaïda. L'État islamique, il a fait lui, il a fait des attentats, il a déclaré des guerres, il a frappé des voilà, voilà, c'est devenu un autre ennemi et ça va concentrer beaucoup d'efforts occidentaux. Les talibans vont aussi également profiter d'un truc, c'est qu'en 2014, Obama fait la connerie de dire: «C'est bon, on n'est plus en guerre, l'Afghanistan est pacifié», alors que c'est pas du tout ça, hein. L'Afghanistan est très loin d'être pacifié, l'Afghanistan est un bourbier sans nom, c'est un merdier géopolitique à assumer. Mais voilà, pour Obama, c'est fini, c'est fait, on peut y aller, on peut partir. On va laisser la plupart de nos troupes de la coalition, notamment la plupart des troupes américaines, pour accompagner l'armée américaine. On va faire des contrats de vente d'armement, voilà, parce que tant qu'à faire, autant gagner un petit peu de sous, hein, ça nous a coûté tellement que faut bien que ça rapporte un peu aux contribuables américains. Mais voilà, excusez-moi, je bois un peu. C'est pour moi la première erreur. Parce que les talibans, ils reprennent du pouvoir. En fait, les talibans, ils étaient actifs dans tout le territoire afghan. Ils n'étaient plus en majorité, ils ne dominaient plus, ils étaient actifs. Ils étaient,
Ils étaient présents, pardon, sur tout le territoire taliban. Ils étaient actifs dans la plupart du territoire afghan. Vous enlevez Kaboul, parce que Kaboul était militarisé, était bien contrôlé, était sécurisé par les troupes de la coalition, et vous enlevez la vallée du Pandjir, où peut-être qu'il y avait des talibans, mais en tout cas, on les a jamais trouvés, ou ils ont jamais fait trop de bruit. Vous êtes donc dans une situation où les talibans, d'un seul coup, avec un soutien, enfin, sans déconner, le Pakistan, moi je serais les États-Unis, je leur déclarais la guerre. Je leur déclarais la guerre. Vous vous rendez pas compte? Les gars ont financé leur propre ennemi, à perte, hein, parce que le soutien du Pakistan, je sais pas ce qu'ils cherchent, mais le pavot, ça s'exporte pas, et c'est la dernière ressource qui reste dans ce pays. Donc voilà, les talibans reprennent pied, commencent à infliger des défaites. Alors de temps en temps, c'est juste des embuscades. Vous avez par exemple une dizaine de soldats, dont 2 Français, qui meurent dans une embuscade. Très bien. Allez, pourquoi pas, c'est la guerre. Après, bah, vous avez, l'armée afghane, voilà, qu'on retrouve mort, donc une partie de l'armée afghane qu'on retrouve mort, donc une perte énorme d'équipement, pillage d'entrepôts. Voilà, vous êtes dans cette situation où les talibans peuvent reprendre pied parce que d'un côté, les Américains sont occupés avec, le I et de l'autre, bah, les talibans, c'est plus vraiment un problème. Il y a de nouveaux ennemis. Parce que, en parallèle, en 2016, lorsque les talibans reprennent le pouvoir, on a Trump qui construit 2 nouveaux ennemis, qui n'en sont pas dans la région à l'époque, qui en sont sur d'autres aspects, mais qui n'en sont pas. C'est la Chine et l'Iran. Or, à mes yeux, et pour moi c'est l'erreur majeure de Trump, il a voulu régler le problème afghan, il a pensé régler les problèmes afghans en réglant le sort de l'Iran et de la Chine. Le problème, c'est qu'il a réussi avec ni l'un ni l'autre, et que ça a juste amené ces pays à probablement financer de nouveau des groupes anti-américains. Donc, le pays qui n'avait pas forcément besoin de ça euh, se retrouve finalement dans ce projet de vie, dans ce projet politique, parce que c'est un projet politique, il faut pas se leurrer, hein. C'est un gros projet politique ce qu'ont fait les talibans. C'est un projet politique qui ne convient pas aux Européens, qui ne convient pas à la plupart du monde, mais c'est un projet politique. Et en tant que projet politique, il faut qu'on l'analyse. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que si ce projet politique a pu se relancer, c'est parce que la présence de l'État islamique, qui à un moment était très fort. Le I, à un moment, enfin, moi, je me souviens, beh, c'est quand j'ai commencé, le supérieur, donc après le bac, quand j'ai commencé mes études en politique, en géopolitique, en droit et compagnie, bah, l'État islamique, c'était l'ennemi number one. Moi, je me rappelle, il y a les attentats de janvier de Charlie Hebdo. Heu, j'avais à l'époque, je vivais chez ma mère, heu et l'État islamique, bah, il y a l'attentat qui se promet à Charlie Hebdo, donc il y a les dessinateurs qui meurent, il y a des gens qui sont traumatisés aussi, tout bêtement. Je crois qu'il y a une dessinatrice qui s'appelle Coco qui a été prise, ouais, qui a été un peu prise en otage par les islamistes, pour, savoir où étaient les autres dessinateurs, qui n'ont pas calculé parce qu'ils pensaient pas qu'une femme pouvait être dessinatrice et voilà, qui, à mon sens, est traumatisée. Aussi également, enfin pas qu'à mon sens, elle l'a dit plusieurs fois, elle a fait un bouquin graphique comme ça, qui est pas génial, hein. C'est-à-dire que je respecte la douleur, je respecte le truc, mais son bouquin graphique est pas génial et aujourd'hui elle a un vrai enfin, elle a un problème de perception des choses, Coco, je pense. Elle est je crois elle a peut-être enfin, je sais pas comment tu peux surmonter ça, mais je m'égare et mais l'État islamique, en redevenant un ennemi général, a permis aux talibans de se ressouder. Pourquoi? Parce que l'État islamique n'était pas au contact des talibans, donc n'a pas pu lancer d'opération. Hem, énorme culture à la place de la singerie pangolin. Ouais, bah, ouais, écoute, oui, hein. Ouais et l'État islamique, si tu veux, pour moi, à ce moment-là, c'est un ennemi qui est fort. Qui qui est fort et qui monopolise tellement l'attention des occidentaux. Vous avez des troupes françaises en Afghanistan, beh, l'état-major français, l'état-major de la plupart des pays européens, c'est: «On s'en bat les couilles d'Al-Qaïda, on s'en bat les couilles des talibans, topez-moi ces connards d'islamistes» et ils vont le faire, ils vont les chercher, ils vont les chercher, ils vont les trouver d'ailleurs, ils vont les trouver, faut pas se leurrer, ils vont les trouver, ils vont les repousser d'ailleurs d'Afghanistan. Mais le problème, c'est qu'en attendant, les talibans, ils sont ressoudés. Vous ajoutez à ça qu'on a une armée afghane qui est éclatée au sol, parce que 45 ans de changement de régime politique, de subordination à d'autres armées, ça vous forme pas une armée, hein.
Ça vous forme des milices, mais ça vous forme pas une armée. Et cette armée, bah, elle est corrompue dans un premier temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était ma petite anecdote avec, bah, du coup, les juristes américains qui aujourd'hui, bah, alors, je le raconte parce que tu peut-être pas là à ce moment-là, c'est ceux qui viennent d'arriver, mais les juristes américains, avec, la chute de Kaboul, donc en je crois que c'est en septembre ou en fin août, début septembre, avec la chute de Kaboul, puis la chute de Vallée du Pandjir, les il y a beaucoup de juristes et de magistrats américains donc qui n'avaient plus accès à certaines personnes, à certains témoins dans des affaires de corruption de l'armée. Et paradoxalement, les talibans, en prenant Kaboul, ont probablement sauvé la tête de pas mal de généraux, de pas mal de généraux, de d'officiers tout bêtement, de généraux, d'officiers de l'armée afghane. Et oui et l'armée afghane complètement dépassée, bah, elle a servi uniquement de faire valoir. C'est-à-dire que quand on avait besoin de dire: «Pourquoi vous êtes encore en Afghanistan?» on disait: «Mais attendez, on forme l'armée sur place, on la forme, on la protège, vous ne pouvez pas nous dire qu'on est là pour des visions impérialistes». Alors qu'en fait, bon, beh, sans forcément être complètement là pour des visions impérialistes, faut pas se leurrer, c'était le but, c'était pas former l'armée afghane, hein. C'est-à-dire que quand on voit comment elle s'est faite balayer, derrière, si c'est ça la formation à l'américaine, vaut mieux qu'ils forment pas, hein, vaut mieux qu'ils laissent tout seuls, hein. Voilà. Et on arrive, du coup, donc, à mon sentiment sur les Américains. Pour moi, il y a 2 énormes problèmes et c'est assez transpartisan dans le sens où, le seul entre guillemets, qui n'a rien pu faire, c'est Biden. Faut nuancer ça en rappelant quand même qu'il était vice-président d'Obama et que donc en 2014 lorsqu'il annonce le retrait des troupes, Biden soutient Obama. Alors officieusement, j'en sais rien ce que c'était sa position, mais officiellement en tout cas, c'est son soutien est là. Mais voilà, en 2014, Obama, comme je vous l'expliquais précédemment, commet une erreur, il annonce le retrait des troupes et du coup, il annonce la fin de la guerre. Il dit: «On rentre dans une nouvelle phase, on rentre dans une phase de pacification». Cette phase de pacification, c'est quoi? Cette phase de pacification, en fait, ça consistait à, tout simplement, faire en sorte que le pays, l'Afghanistan, soit un pays où il n'y ait plus de guerre. En gros, on règle les problèmes avec les uns, on règle les problèmes avec les autres et globalement, bah, on est bien. On est bien, il y a plus de soucis après derrière. Il y a plus de soucis. Et bah, il y a un autre aspect qui joue en jeu. La guerre, donc jusqu'en 2021, elle a coûté, je crois, 868 milliards de dollars, donc à peu près 900 milliards de dollars, sachant que ce sont les budgets officiels. Les budgets officieux, à mon avis, ça doit être un petit peu, enfin, bon, je pense que les milices, typiquement, ce que tu perds aussi avec, en capacité de projection ou autre, le coût, à mon avis, est bien supérieur à ça. Je pense qu'on peut au minimum multiplier par 2 pour plein de raisons. Je peux faire un rapide développé, mais en fait, on peut revenir tout bêtement sur 2 choses. C'est-à-dire que déjà, on part du principe que le budget américain était budgété et donc n'était pas forcément amendé. C'est-à-dire que le budget américain aux États-Unis, il est voté, puis après les amendements se font en interne, on ne sait pas ce qui se passe. Donc officiellement, on a 868 milliards. Derrière, avec les différents amendements qui vont se répercuter plus tard, là, par exemple, la part de matériel qui était en fait une matériel, je crois un quart ou un tiers du matériel était hypothéqué. C'est-à-dire que les, les Américains devaient se financer ailleurs que sur des propres deniers de l'Afghanistan, de l'État afghan, ils devaient se financer ailleurs. Et or, un tiers n'avait pas été payé. Donc, un tiers du matos qui est pas payé, vous vous rendez bien compte que vous êtes l'État américain, au bout d'un moment, ça commence à coûter cher. Tout ça pour un pays dont l'opinion américaine se fout. Ben Laden, il est mort. Ben Laden, c'est un truc dont je vais préciser, où je vais le marquer dans le diaporama, mais en 2012, Ben Laden, il est traqué, il est tué. Il est tué. Enfin, il y a un procès sommaire, il y a 3 balles dans le crâne et on n'en parle plus, mais le procès, voilà, il y a pas voilà, le principal responsable, la raison pour laquelle Tanguy elle est morte. Pour les Américains, pour l'opinion publique américaine. Alors c'est sûr, quand tu analyses un petit peu le truc, c'est un peu plus compliqué, ils étaient là pour d'autres raisons mais bon, Obama donc, a une idée. Parce que les Européens le tannent sur un sujet auquel lui, il a pas forcément envie de se mouiller parce qu'il est pas très fan, c'est des négociations économiques avec l'Iran. Les Européens souhaitent rouvrir les négociations économiques avec l'Iran, notamment principalement les Français, parce que les Français ont d'énormes intérêts économiques en Iran. Il y a des groupes automobiles français, Renault, Peugeot, qui ont des intérêts économiques, qui ont des usines, qui vendent énormément de voitures là-bas, donc ils aimeraient bien rouvrir les trucs. Obama, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'il a couillé tout le monde sur la Syrie. Obama, il avait dit, il y a une ligne rouge à pas franchir, c'est l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Il y a eu des preuves d'utilisation d'armes chimiques. Obama a dit, ouais, mais flemme en fait. Donc,
En disant ça, bon, je caricature, je résume bien sûr. Et du coup, il faut qu'il donne des gages à ses alliés européens parce que les alliés européens commencent à dire, à faire les gros voix. T'as Jean-Yves Le Drian qui mise des armées à l'époque, t'as Fabius qui mise des affaires étrangères, qui disent non mais vraiment les Américains ce sont pas des bons partenaires, il faut changer. J'imite très bien Fabius, hein, comme vous pouvez le voir. Et et pas que, il y a Merkel en Allemagne qui dit bon, vous foutez un peu de notre gueule, voilà, nous on a des intérêts économiques à aller là-bas et on les bloque uniquement parce que vous êtes pas d'accord avec eux. Et beh, tout ça, c'est entendu par Obama. Obama dit: «Très bien, il y a pas de souci. Par contre, dans ce qu'on va négocier avec les Iraniens, je veux qu'on négocie également une transition tranquille avec l'Afghanistan». Parce que les stratèges américains, ils sont au courant depuis longtemps que l'État afghan va exploser, va imploser. Ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi rapide, mais ils s'attendaient à ce que ça allait exploser. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, Obama, quand il se retire, il dit aux Iraniens, aux Pakistanais, il dit: «Beh, OK, moi je veux bien je veux bien me retirer d'Afghanistan, mais il y aura des conditions». Les Iraniens disent: «OK, pas de souci», mais le conditionnent à l'accord économique. On reviendra sur pourquoi Trump a fait une erreur justement par rapport à l'Afghanistan en se dressant face aux Iraniens. Et derrière Obama, là, il a le problème de la Chine qui commence à monter, qui commence à être un petit peu vénère, donc voilà. Voilà, on est sur tout un tas d'aspects. Il y a également le fait que, bah, le Pakistan commence pas mal à râler parce que l'Inde fait un peu n'importe quoi à sa frontière, donc faut donner des gages. Donc finalement, Obama, il négocie une transition en se disant: «Tranquille, au pire, si ça vrille, les pays voisins interviendront, il y aura pas de souci». Il ne s'est jamais autant trompé. C'est-à-dire que derrière, en 2016, bah, tout le monde le sait, Trump, oui, Fabius est probablement un des pires ministres qu'on ait jamais eu, hein. Je tiens à dire que niveau affaires étrangères, il y a quand même 3 ministres en France des affaires étrangères qui se posent. Alors Léotard, je sais plus s'il était ministre des affaires étrangères, mais il était ministre de la défense, qui est sensiblement pareil en France. Enfin sensiblement pareil, j'exagère. Alain Juppé et Laurent Fabius. Ces 3 là, sans déconner, au feu. Au feu. Parce qu'ils ont fait que de la merde, On reviendra peut-être un jour sur la Libye, enfin quand, j'aurai un peu plus d'infos, quand, bah, la situation en Libye tout simplement se sera calmée, mais faudra revenir un jour sur cette situation. Et Trump justement fait une erreur en 2016, il dit: «On Je confirme cette position, on se retire». Il signe l'ensemble des décrets, ce qui fait que Biden ne pourra que les confirmer, c'est ce que je vous mets dans le truc après. Après, on rappelle que Biden était VP, que Biden a souscrit en partie à la politique d'Obama, donc oui, bien sûr, il n'a fait que souscrire, mais en même temps, bon, ça l'intéresse, enfin, il était présent à ce moment-là, donc voilà, il le fait. Trump retire et puis en même temps, Trump va au fight. Alors je sais pas si vous vous rappelez, ça remonte un petit peu maintenant. Trump va au fight avec l'Iran. Il dit: «Les accords économiques iraniens, c'est du bullshit, il se fout de notre gueule sur le nucléaire, il se fout de notre gueule sur ça». Hop là, il développe sur un point nucléaire et du coup, il va sortir de tous les accords possibles et inimaginables sur l'ouverture économique de l'Iran. L'Iran, du coup, ne se sent plus lié par son accord vis-à-vis de l'Afghanistan. Donc l'Iran, qui avait retiré le Hezbollah de l'Afghanistan, qui avait arrêté de financer les milices chiites pour lutter contre, le régime afghan, bah, ça reprend de plus belle. Ça reprend de plus belle, surtout qu'en plus, bah, t'as le merdier en Irak, t'as le merdier en Syrie, t'as le Hezbollah qui a quand même la main, on peut le dire, sur une partie de la Palestine et sur une partie du Liban. Au moins, en tout cas, sur la bande de Gaza en Palestine, si ce n'est que ça. Et l'Iran dit: «Bah, écoutez, pas de problème, pas de problème». Alors si, énormément de problèmes en interne, hein, faut pas se mentir, hein. L'Iran quand ça se passe comme ça, là, c'est un peu le drame, hein. Et économiquement parlant, en interne, c'est chaud. C'est très, très, très chaud. Mais mais et le mais est très important dans ma phrase, c'est pour ça que je le répète, heu l'Iran décide finalement de refinancer, de re-aider, les milices, chiites. Donc, déstabilisation encore un peu plus importante de l'État afghan. Pas énorme, parce que les milices chiites sont principalement confinées à la frontière, ce sont des régions auxquelles les talibans n'ont pas accès, donc il est très facile de désolidariser, les troupes entre elles, donc et de les neutraliser ensuite. Mais voilà, ça nécessite un petit peu comme à un moment avec l'État islamique, bah, de mobiliser des ressources, que des ressources qui sont de moins en moins présentes vu que les troupes sont en train de se retirer. Ce sont des ressources de moins en moins présentes. Et donc, en confirmant le retrait, Trump il fait une erreur parce que il dit à telle date, on s'en va d'Afghanistan. Et attention, hein, si on s'en va, il faudra rester gentil. Tu parles, les talibans, ils ont compris. Hein. À partir de cette date-là, il y aura plus d'Américains. Ben, on va attendre, on va jouer au statu quo. On va prendre le contrôle de certaines régions. On va éviter de trop taper sur l'Alliance du Nord qui est très organisée, qui n'est pas soutenue que par les Américains, mais également par certains Occidentaux, que renverser le fils du colonel Massoud, ça risque d'être compliqué.
enfin du commandant, pas du colonel, du commandant Massoud, ça va être très compliqué, donc on va attendre. On va jouer, voilà, ils vont principalement sécuriser la frontière avec le Pakistan, ils vont instaurer plusieurs bases, plusieurs une embryon d'État à Jalalabad, donc à l'est de l'Afghanistan, et ils vont attendre. Ils vont attendre. Parce que Biden, lorsqu'il entre en fonction, il entre en fonction trop tard, il entre en fonction 9 mois avant le retrait. Un retrait militaire, ça se prévoit sur à peu près 2 ans. 9 mois auparavant, il y a plus du tiers des effectifs qui sont partis, et il y a un autre tiers qui va s'en aller et qu'on peut pas rappeler. Parce qu'on n'a plus les effets, on n'a plus les effectifs, on n'a plus les infrastructures. Donc c'est trop tard. Biden, il retarde un petit peu, parce que effectivement Biden a retardé un petit peu le temps qu'il pouvait. Puis après, à un moment, il était aussi responsable devant l'opinion américaine, il a dit, fuck it, je me casse. Et donc on a la situation actuelle, le Taliban a repris le pouvoir. Bien. En conclusion, je garde ma première conclusion que j'avais déjà donnée lors de la dernière partie. L'Afghanistan est un désastre militaire, humanitaire et politique. C'est un désastre militaire pour les Américains, en plus des soviétiques qu'on a eu auparavant. C'est un désastre humanitaire parce que, faut pas se leurrer, hein, les vagues de migration qu'on va avoir de la part d'Afghanistan, alors c'est sûr, ça va pas être d'énormes vagues migratoires parce que l'Afghanistan est pas forcément hyper accessible depuis Europe, mais il va y en avoir. Euh, et après, il faut voir un petit peu à plus long terme. L'Afghanistan est toujours en guerre à l'heure actuelle, c'est-à-dire que début septembre, encore une partie du territoire, tout le nord-est du territoire, les talibans ne le tenaient pas. Ils avaient annoncé, je crois, au 9 septembre, qu'ils avaient pris la vallée du Pandjir. 4-5 jours après, le porte-parole de l'Alliance du Nord a confirmé ça, un peu malgré lui, mais a confirmé que y aurait de la résistance jusqu'au bout. Les gars sont prêts à crever pour leur pays. De toute façon, ils vont crever. Si les islamistes s'attrapent, ils vont crever. Si les islamistes s'attrapent, ils vont crever. Donc tant qu'à faire, autant résister. Et c'est un désastre politique. Pourquoi? Parce que ça montre comment les Européens, on est dépendants du grand frère américain. Parce que pour moi, c'est pas forcément un désastre politique américain. Les Américains, ils s'en foutent, ils ont atteint leur objectif à une époque, qui a été de neutraliser Al-Qaïda de manière temporaire, de déloger Ben Laden, de le tuer. Par contre, il faut quand même qu'on se pose les questions de qu'est-ce que ça nous apporte, nous, à l'Europe, d'y être allés. Al-Qaïda a fait des attentats à Londres et à Madrid. Très bien. Al-Qaïda a fait des attentats après l'intervention d'Afghanistan, ce que on pourrait rétorquer. Donc peut-être que les attentats n'étaient pas prévus. L'ennemi de Ben Laden, tel qu'il a toujours défini dans sa logique, dans sa rhétorique, c'était les États-Unis, de manière générale les anglo-saxons. Je dis pas que c'est bien de taper les anglo-saxons, je dis juste que quand t'es français ou quand t'es allemand, tu vas peut-être pas mettre ton pied en danger pour ça, quoi. Mais bon, c'est un désastre politique, parce qu'on n'a pas su dire non aux Américains, parce qu'on n'a pas su se replier face aux Américains. Après, moi je suis très critique vis-à-vis de cette position, parce que je me suis construit politiquement dans une époque où la politique étrangère, c'était très simple, c'était les Américains ont raison, et si vous n'êtes pas d'accord avec les Américains, c'est un problème. J'en ai déjà parlé, je m'en suis déjà ouvert récemment, il n'y a pas... Voilà. Mais du coup, nous en France, nous en Europe, nous en Europe occidentale de manière générale, on a tout perdu. Parce que les intérêts, par exemple, que la France avait en Iran, qui sont nés justement d'une époque où la France a renoué contact avec l'Iran parce qu'on était en Afghanistan, parce qu'on a besoin de faire transiter des choses, quand même devenu connu, on n'avait pas la capacité de projection des Américains, les Russes, c'est pas franchement des alliés avec qui on peut compter, et le Pakistan, c'est le premier allié des talibans, donc il a bien fallu passer quelque part, donc on a renoué des liens, ne serait-ce que pour passer dans les espaces aériens de l'Iran, on a renoué des liens. Et tous ces liens économiques, stratégiques avec qui on les a perdus. On les a perdus parce qu'on a trop suivi les Américains. Derrière, l'Afghanistan, je note, l'Afghanistan se trouve à un carrefour de choix stratégiques. C'est quoi ces choix stratégiques? Parce qu'aujourd'hui, l'Afghanistan taliban, ils ont quoi? Ils ont plusieurs choix. Soit ils reprennent le modèle de 96-2001, qui était un modèle extrêmement hostile à l'Occident, extrêmement hostile, quitte à financer la plupart des opposants, la plupart des attentats. Le problème, c'est que ça leur a déjà coûté une invasion et que on sait à l'heure actuelle que les Américains s'en foutent du droit international. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent quand c'est leurs alliés. Alors vous doutez bien que quand c'est pas leurs alliés, mais que quand c'est leurs ennemis, ça va pas ça va leur toucher une sans faire bouger l'autre. Donc il y a un choix stratégique par rapport aux talibans. Soit revenir à la bonne vieille méthode de 96-2001, celle du Mollah Omar, État islamiste dur, État islamiste voilà, qui à court terme vise l'instauration de la charia. Soit vous avez un autre choix stratégique qui est tout aussi valable et qui est très envisagé à l'heure actuelle par les talibans, qui est de dire attendez, on a fait l'essai de la charia, sans renier ce qu'a pu être la charia et compagnie, on a fait l'essai de la charia. Ça n'a pas fonctionné, on s'est fait emmerder. Ben là, on va temporiser. On va reconstruire l'État, on va neutraliser les oppositions internes. Hors de question, lorsque Kaboul tombe, d'en vouloir imposer un régime dur à l'ensemble d'un pays,
à l'ensemble d'un pays, de vouloir l'imposer à l'ensemble d'un pays, alors que, beh, il y a le tiers, voire le quart tiers du pays qui n'est pas sous leur contrôle. Voilà, il y a des choix qui se posent. C'est quelle relation avec les Européens? Quelle relation avec les anciens, auxiliaires européens sur place? Parce que ça aussi, il faut en parler. La France a laissé, plus de la moitié, un petit peu comme en Algérie, un petit peu comme au Vietnam, un petit peu comme à peu près partout où on est intervenu, donc quand je dis Vietnam, c'est plutôt l'Indochine, mais de nos auxiliaires sur place. Qu'est-ce qu'on fait? On va être obligé de les rapatrier, hein. Le droit international fait que, à mon avis, si on les rapatrie pas, on va se faire emmerder et sortir des traités européens. Je sais que certaines personnalités politiques aujourd'hui, dont notamment Éric Zemmour, Marine Le Pen, rêveraient de sortir des traités internationaux, de sortir des traités européens. Un, ça va pas aussi vite que l'on croit, et deux, il y en a certains, vaut mieux pas en sortir. Moi, je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne à titre personnel, mais je pense pas qu'il faut sortir de toutes les organisations européennes, de toutes les organisations européennes. C'est une connerie. Ça va être un merdier monstre derrière à gérer. Mais voilà. Donc ensuite, quid de l'avenir des mouvements islamistes, de leur rapport aux USA, à la Chine et à la Russie? Pourquoi USA, Chine et Russie et pas France? J'ai mis, à mon sens, les trois plus grandes puissances à l'heure actuelle. Désolé, la France aujourd'hui, on n'est plus une grande puissance. On est une puissance suffisamment forte pour pas dire vassale et trop faible pour dire puissance, au sens des grandes puissances. Donc, quel est l'avenir des mouvements islamistes? Moi, je pense qu'il va y avoir un certain calme. Parce que, il y a énormément de lois sécuritaires qui sont passées en Europe, énormément de manières de fliquer les gens, énormément de manières de gérer ce genre de choses. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas à l'avantage. Ce n'est pas, alors moi, c'est tout à fait personnel, mais ce n'est pas à l'avantage des islamistes de reprendre les mouvements aujourd'hui. Parce que ça va rien leur apporter, parce qu'il faut apaiser les tensions, parce que si on veut apaiser les tensions avec une partie du monde, il va falloir arrêter de faire des attentats un petit peu partout. Si on a que les États islamistes, oui, c'est ça, on n'est pas une puissance vassale, on n'est pas une puissance majeure. Le terme de puissance mineure me gêne un petit peu parce que une puissance mineure pour moi c'est l'Allemagne. C'est-à-dire c'est une puissance qui économiquement est forte mais qui militairement vaut pas un clou. Heu Nous, on est peut-être pas fort économiquement, mais militairement, on a une puissance. C'est-à-dire que, par exemple, on est engagé sur des théâtres d'opération, on a quand même, ni vu ni connu, l'arme nucléaire. Moi, je veux bien que l'arme nucléaire soit sous-estimée, mais on parle quand même de la possibilité de rayer un pays de la carte en juste en appuyant sur un bouton, ce qui est bon, c'est plus compliqué que ça, bien sûr, mais voilà. C'est plus compliqué que ça, mais en même temps, bon, ben, si l'État islamiste avait été un vrai pays, avait été, finalement un vrai pays avec, beh, voilà, des populations qui croient en tout dans leurs dirigeants, sincèrement, hein, qu'est-ce qui nous aurait empêché d'aller bombarder? Là, ce qui a sauvé l'État islamiste, de bombardement de la part de la France, c'est qu'ils ont jamais eu de vrai État. Mais qu'est-ce qui nous en aurait empêché? Moi, je pose la question. Qu'est-ce qui nous en aurait empêché? Donc voilà. Ensuite, pour moi, je vais diviser, du coup, la question en 2. Le rapport des mouvements islamistes aux USA, à mon sens, il va être un discours très dur. Parce que les USA, c'est pour la plupart des mouvements islamistes, bah, c'est le grand Satan américain, hein. Faut pas, voilà, il faut pas l'oublier quand même. C'est cette expression du grand Satan américain. Il faut pas oublier également que le rapport, aux USA, il va être principalement de discours, un petit peu comme l'Iran le fait à l'heure actuelle. L'Iran aujourd'hui n'a que des discours vis-à-vis des USA, et même lorsque les USA assassinent des ingénieurs nucléaires ou des généraux, ils ne peuvent pas dépasser ce stade-là. Et l'Iran est un État beaucoup plus puissant que l'Afghanistan. Est un État beaucoup plus puissant d'ailleurs, et de manière générale est beaucoup plus puissant que la plupart des mouvements islamistes. Donc, je pense que le rapport va uniquement être verbal. Par contre, à la Chine et à la Russie, à une époque, était un... Oui, tout le monde veut l'éviter, le bouton nucléaire, bien sûr, mais euh, alors, je vais revenir vite fait sur la dissuasion nucléaire. Oui, tout le monde veut l'éviter, mais en même temps, si tout le monde voulait vraiment l'éviter, les gens, ils auraient peut-être arrêté de développer de plus en plus d'armes nucléaires. Je rappelle que Chirac, dans les années 90, a fait des essais au Pacifique. Donc, bien sûr que, ou dans l'océan Indien, je sais plus, enfin, voilà, dans nos colonies, quoi. Voilà. Mais si vous voulez, ben, pour moi, la puissance nucléaire, ça existe parce que si demain, il y a un conflit en Europe avec la Russie, un vrai conflit, hein, je parle pas de ils envahissent les pays baltes ou la Biélorussie, je pense que ça arrivera à terme, d'ailleurs c'est dans la stratégie russe, si vous écoutez un petit peu les diplomates russes, c'est dans leur stratégie à l'heure actuelle, au moins d'annexer une partie de la Biélorussie et d'annexer l'Ukraine, et on va rien pouvoir faire. Par contre, il va quand même falloir se poser la question de quelles limites on va faire à la Russie et surtout comment on va fixer les limites. Et la puissance nucléaire est une limite à fixer. La puissance nucléaire est une limite à fixer. Dans le sens où
On sera peut-être nucléarisé par la Russie, mais si on les nucléarise, ça leur fera suffisamment peur peut-être pour reculer. Voilà, moi c'est mon avis. Heu, bien, du coup, la Russie, pour revenir sur ce pays-là, qui est un pays très complexe, qui est un pays très complexe, pendant très longtemps, la Russie était un fervent défenseur de l'intervention contre les mouvements islamistes. Pourquoi? Parce que la Russie, ils sont aperçus d'un truc quand même assez rapidement, c'est que des mouvements islamistes chez eux, ils en avaient à pelleter. Déjà, ils en avaient hérité de l'ancienne URSS. Oui, c'est ça, c'est Polynésie, merci, Douaya. Heu, déjà, les mouvements islamistes, à une époque, ils en avaient une pelletée. En Tchétchénie, dans leurs anciens hérités de l'ancienne URSS, à l'est du pays, dans les anciens territoires à forte connotation musulmane. Donc voilà, ils en avaient des mouvements islamistes. Aujourd'hui, c'est moins le cas. La Tchétchénie existe toujours, mais par exemple, des accords avec le Kazakhstan, avec l'Ouzbékistan, avec le Tadjikistan, avec l'Azerbaïdjan, ça leur a permis de calmer les tensions avec les mouvements islamistes. Avec les mouvements islamistes. Ça leur a permis de les calmer. Donc aujourd'hui, bah, la Russie est tranquille. La Russie n'a plus le même discours qu'elle pouvait avoir dans les années 2000 par rapport aux musulmans et par rapport aux mouvements islamistes. Et après, il y a la Chine. La Chine, c'est plus compliqué. Déjà, je suis pas expert de la Chine, donc je vais pas dire de conneries. Je vais juste dire un truc. Les mouvements islamistes, les Chinois, c'est un très bon prétexte pour réprimer des gens, c'est peut-être pas sûr que ça les emmerde vraiment. Parce que, fondamentalement, les Ouïghours sont des islamistes, donc on les massacre. Par contre, les Afghans sont les talibans sont des islamistes, mais on les arme. Il y a quand même cette dissonance cognitive qu'il en faut parler. Moi, je pense que la Chine, elle mène sa propre politique, elle mène sa propre barque. Euh, que les mouvements islamistes n'ont aucun intérêt à l'heure actuelle d'emmerder la Chine. Qu'il y aura quelques mouvements islamistes qui feront des attentats dans le Xinjiang ou dans les territoires ouïghours, sinon. Mais que globalement, le rapport de la Chine au mouvement. En fait, les mouvements islamistes, ce n'est plus l'ennemi que c'était. Aujourd'hui, on a des problèmes comme le Covid qui sont des problèmes bien plus importants qu'ont été les mouvements islamistes. Le choc des civilisations rêvé par enfin fantasmé, rêvé, le terme n'est pas très juste, mais par, Samuel Huntington, bah, est-ce qu'il est encore valable aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore valable aujourd'hui? Moi, je sais pas, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense pas qu'il soit valable aujourd'hui. Je pense pas qu'il soit valable aujourd'hui parce que c'est les mouvements islamistes n'ont plus la force qu'ils avaient dans les années 90-2000. Aujourd'hui, ils ont été quand même réduits à néant, ils ont quand même été traqués partout où on pouvait les traquer. Il y a ce côté-là, il faut prendre en compte et voilà. Mais du coup, ça m'amène à mon question, est-ce qu'on peut espérer un apaisement dans les mouvements terroristes? Je pense qu'en fait, ça dépend de la région d'où on se place. Si on se place en Europe ou en Amérique, je pense que oui. Il va y avoir un apaisement des mouvements terroristes. Il y a plus les moyens, il y a des contrôles qui sont de fait resserrés du fait du Covid et compagnie qui va, ni vu ni connu comme temps de restriction, qui va amener du coup des protocoles de sécurité un peu plus coriaces. Notamment cette connerie du pass sanitaire, par exemple, qui, à mon sens, c'est une connerie. Moi, je suis pour la vaccination, mais je suis contre le pass sanitaire, ce qui est une position assez, voilà. Mais ça amène une sécurité, ça amène une identité digitale, une identité virtuelle. Donc, ça amène c'est plus l'attentat comme par exemple, un peu, l'attentat par exemple les premiers attentats du World Trade Center, donc dans les années 90, où les gars allaient louer un camion, le bourrer d'explosifs, le faisaient sauter et allaient réclamer la caution du camion. Ça, c'est une vraie histoire. Je l'ai écouté, ça je l'ai su très récemment. C'est hier sur France Inter, donc sur un podcast de France Inter, sur une émission de, Fabrice Drouel. Qui racontait ça. Et en fait, le terroriste, il voit bien qu'il a fait un attentat, il a fait exploser son camion, tout content. Les Américains sont remontés jusqu'à lui. Et un jour, il le voit débarquer chez le concessionnaire en disant: «Bah, écoutez, je viens récupérer ma caution, mon camion, il a explosé, enfin, mon camion, il a été volé, voilà, j'ai plus le camion, je veux ma caution quand même, c'est honteux. Je vais aller à la police porter plainte au besoin». Et le gars s'est fait cueillir par les flics comme ça. C'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme, ce truc. Et je pense que les mouvements terroristes, du fait de critères de sécurité beaucoup plus élevés, du fait de critères, je pense aussi de perte de vocation aussi dans cette chose. On est l'âge d'or du terrorisme, c'est quoi? C'est 2001, 2014, 2015. Une fois que l'État islamique se fait massacrer par Bachar, et les Russes notamment, le Hezbollah, c'est plus rien. Donc voilà, je pense que pour moi en Amérique, c'est tranquille. En Asie, l'Indonésie est un bourbier. Et il faudra s'en méfier. Moi, je pense que un des prochains endroits avec de très forts attentats terroristes, ça va être l'Indonésie.
L'Indonésie est un bourbier parce que c'est un melting pot, de religions catholiques, hindous, protestants, réformés, musulmans de à peu près toutes les confessions possibles et imaginables. Hem, Ça peut exploser. Il va y avoir il va y avoir au à minima des conflits ethniques et du coup, peut-être un retour de mouvements terroristes liés à la religion, mais liés à des problèmes ethniques, mais locaux, quoi. Et après, il y a l'Afrique. L'Afrique est dans la merde. C'est un constat qu'on peut effectuer depuis 1945, mais ou depuis, 2 siècles et demi, mais à mon sens, hem, entre la volonté des Européens que les régimes islamistes ne s'emparent pas d'Afrique, le fait que du coup les États islamistes ne sont pas forcément d'accord à se faire tuer ou à se faire virer et enfin, au fait que personne demande leur avis aux Africains, je pense qu'on va avoir pas mal d'attentats en Afrique aussi. Pour moi, le Mali, à l'heure actuelle, est un symbole assez clair. On a vu le Tchad, depuis que Idriss Déby s'est fait renverser ou du moins s'est fait gentiment déposer du pouvoir par, l'administration locale. Bah, on a vu le Tchad qui commençait à se retirer, qui commençait à dire aux Français: «Maintenant, faut partir, messieurs dames». On a Macron qui a fait un caca nerveux parce que, les Maliens ont exprimé le fait que la France voulait partir et a commencé à avoir des défauts dans le régime malien, là où finalement, bah, ces défauts-là existaient toujours il y a quelques années. Ah, il y a ça, il y a ça qui va jouer quand même, il y a ça qui va jouer. L'Afrique va être un terrain de jeu pour les terroristes. Je pense que le terrorisme du futur va être expérimenté en Afrique. Et enfin, c'est quoi les leçons géopolitiques qu'on peut tirer de ces événements? Avant de vous répondre, je vais finir ma bière. Déjà, première leçon géopolitique qu'on peut tirer de cet événement. L'interventionnisme, c'est de la merde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Intervenir dans certains cas, quand on maîtrise les dossiers, quand on maîtrise tout, c'est une bonne chose. C'est utile, c'est nécessaire. Je pense notamment, par exemple, lorsque l'Europe est intervenue en ex-Yougoslavie. C'est quelque chose de plutôt rationnel. Tu veux éviter que le merdier se déroule chez toi, ce sont des gens que tu connais, ce sont des gens que tu connais depuis plusieurs siècles. On est quand même parti dans une Première Guerre mondiale à cause justement de cette région en particulier, et pour des conflits qui ressemblaient quand même vachement à celui qui se déroulait à l'époque. Il y a une tradition historique qui fait qu'on connaît un petit peu la région. Mais l'interventionnisme, vouloir intervenir partout dans le monde, n'importe quand, à n'importe quelle époque, bah, je crois qu'on en a vu les limites. Je crois sincèrement qu'on en a vu les limites. Moi, je suis pour arrêter. Moi, je suis pour arrêter, c'est quelque chose qui est pas très, 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 très populaire dans certains camps politiques, mais sincèrement, je pense qu'il faut arrêter. Donc on verra ce que vont faire les gens, on verra ce que vont faire nos politiques. De toute façon, on les élit, il va peut-être falloir qu'un jour ils travaillent à peut-être un jour qu'ils travaillent ce pour quoi on les élit. Enfin, je sais pas, je sais que c'est pas très, très clair ce que j'ai dit, mais je sais pas, voilà, c'est une première leçon géopolitique. Deuxième leçon géopolitique, et ça c'est une leçon géopolitique pour l'Europe. Il faut arrêter de suivre les États-Unis partout. Les États-Unis, de temps en temps, ils ont des bonnes idées. Le problème, c'est que c'est une fois par mois, les mois bissextiles des années d'éclipse solaire. Et le reste du temps, ils ont quand même des belles idées de merde. Et il faut peut-être aujourd'hui arrêter l'Europe. Forcément, il y a des pays en Europe qui auront tendance plus à suivre les États-Unis sur leur situation géopolitique. Je pense notamment à la Hongrie, à la Pologne, heu, aux pays baltes, à ces pays qui sont potentiellement menacés. Mais il y a des pays, sincèrement, France, Italie, Espagne, Grèce, heu, les États-Unis sont devenus un problème pour nous. Les États-Unis, les pays méditerranéens de manière générale, Turquie exceptée, Libye exceptée et Maghreb excepté, les pays d'Europe méditerranéenne et également du Moyen-Orient méditerranéen, parce que je mets le Liban, Israël et compagnie aussi dans cette case-là. Même si bon, voilà, exceptant Israël, parce qu'Israël a besoin des États-Unis sur d'autres aspects. Hem, les États-Unis sont un problème. Les États-Unis sont un problème, il faut arrêter d'être leurs vassaux. Il faut arrêter d'être leurs vassaux. Il faut arrêter de subordonner la plupart de nos décisions. Chirac est passé pour un héros en disant non à l'intervention en Irak. Pourquoi pas, il a eu raison. Mais il faut pousser le raisonnement plus loin. Pourquoi on dit non à l'Irak? Pour une guerre injuste? Il y a pas quelle guerre juste ont vraiment mené les États-Unis? Question que je vous pose, ils en ont très peu mené des guerres justes de manière enfin, en partant du principe qu'on peut reconnaître la justice dans une guerre. Parce que mon avis, c'est que pour moi, il y a des guerres justes et il y a des guerres injustes. En l'occurrence, les États-Unis, ils ont quand même fait une certaine spécialité de la guerre injuste.
Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est une leçon géopolitique assez importante, c'est que l'Europe doit arrêter de se. Ensuite, il y a une leçon géopolitique pour les États-Unis. Les États-Unis, depuis quelques années, heu, ils ont changé d'ennemi. Ils ont changé d'ennemi, ils ont changé d'ennemi, ils sont passés des islamistes à la Chine. Ils ont retenté de mettre la Russie un moment sur le devant de la scène, mais de l'aveu même de Vladimir Poutine, la Russie n'a plus les moyens d'être un ennemi des États-Unis. Ils n'ont plus les moyens. Ils ont peut-être l'orgueil, l'ambition et une certaine volonté politique à l'intérieur de la Russie, je n'en doute pas. Mais, en fait, je suis désolé, hein, mais ce sont pas des enfin, c'est pas des ennemis crédibles. C'est pas des ennemis crédibles, ces gens-là. C'est pas c'est enfin, voilà, je sais pas comment dire. Pour moi, à l'heure actuelle, on est sur, je sais pas comment dire. On est, pou voilà, les États-Unis ont changé d'ennemi, ont changé de fusil d'épaule. Grand bien leur face. Ils ont changé d'épaule, grand bien leur face, voilà, très bien, mais oui, c'est ça, deuxième guerre mondiale, effectivement, à peu près, oui. Mais non, mais pour moi, en fait, on en est toujours à ce paradoxe, très américain mais la volonté d'avoir des ennemis, la volonté de décrire un ennemi, de vouloir définir un ennemi, n'est pas nécessairement la meilleure politique à avoir. Cette politique, elle est dangereuse, parce que quand vous voulez à tout prix vous définir un ennemi, l'ennemi vous le trouvez, il y a pas de souci. Par contre, il y a une différence entre trouver un ennemi et avoir un ennemi. Les islamistes étaient un ennemi. Factuellement parlant, les islamistes, Ben Laden décrivait les mouvements, enfin, et les Américains se sont trouvés un ennemi à ce moment-là et surtout, bah, ils l'avaient, enfin, il y a eu des attentats. À l'heure actuelle, ils veulent redéfinir leur ennemi comme étant la Chine. Et moi, je suis pas convaincu que la Chine va être l'ennemi des Américains. Et je suis pas convaincu que définir un ennemi quand ton ancien ennemi est pas mort et est en train de reprendre de la force, c'est une bonne chose. Parce qu'à un moment ou à un autre, il y a la réelle politique qui va influencer. Et la réelle politique, c'est quoi? C'est qu'à un moment ou à un autre, la Chine aura plus de points communs avec les islamistes qu'avec les occidentaux. Et que nous, en tant qu'Européens, en tant que Français surtout, parce que je crois pas à l'Europe en termes géopolitiques, je pense à des groupes européens qui ont des intérêts géopolitiques en commun. Je pense France, Grèce, Italie et Espagne, par exemple, je pense on a des intérêts politiques en commun. Ne serait-ce que la Méditerranée, déjà, pour commencer. Et les relations dans la Méditerranée et le calme dans les pays méditerranéens. Pour moi, on a ce genre de relations en commun. Après, si on observe, bah, moi, je suis désolé, je suis pas enfin, je suis peut-être bête, mais pour moi, on n'est pas dans on est à l'heure actuelle clairement pas dans une situation intéressante. Là, à l'heure actuelle, il faut dire stop, je pense et c'est la dernière leçon de moi de cet événement, c'est que je pense parce que je vous ai parlé des Chine, je vous ai parlé des Américains, je vous ai parlé de la Chine, je vous ai parlé mais je vais terminer sur la France parce que pour moi la leçon géopolitique, elle est plus intéressante sur la France. Je pense que la leçon que doit tirer la France de l'Afghanistan, mais même plus globalement du Moyen-Orient, parce que à travers l'Afghanistan, je vous ai quand même surtout raconté le Moyen-Orient pendant 3 heures, donc 1 heure et demie aujourd'hui et 1 heure et demie la fois d'avant, un peu plus d'1 heure et demie à chaque fois, donc un peu plus de 3 heures. Pour moi, la leçon principale, c'est que avant de s'emmerder à aller intervenir chez les autres, réglons nos affaires internes. Et par affaires internes, j'entends pas uniquement les affaires intérieures de la France ou à l'intérieur, des territoires français de manière générale. Là, par exemple, à l'heure actuelle, je sais pas si vous savez, il y a la Nouvelle-Calédonie qui veut un troisième et dernier référendum pour son indépendance. Ça pose tout un tas de questions géostratégiques, notamment vis-à-vis de la Chine. La Chine soutient les indépendantistes parce que la France s'est positionnée contre la Chine aux côtés des Américains. C'est un point qu'il faut noter. Donc pour nous, la France, on a intérêt, à l'heure actuelle, de mener un petit peu comme De Gaulle l'avait fait, même si De Gaulle est très surcoté de cet aspect-là, hein. De Gaulle, c'est, la politique, indépendante de l'Europe, mais si on peut quand même se réfugier derrière les États-Unis en cas de problème, on va pas dire non. Et voilà. Mais, pour moi, c'est ma conclusion. La France doit repenser sa politique étrangère de fond en comble.
Je pense pas qu'il faut se rapprocher de la Russie parce que la Russie n'est pas un allié. La Russie est au mieux un partenaire, mais elle n'est carrément pas un allié. On a trop d'intérêts divergents. L'Allemagne n'est pas un partenaire ni encore enfin, c'est un partenaire, mais pas du tout un allié. C'est un ennemi économique presque, enfin pas que presque. Heu, Partenaire économique dans certains cas, ennemi dans la plupart. La France doit repenser sa géopolitique. On a des alliés, la France. On a factuellement des alliés. Douaiha, tu le rappelais par rapport notamment, à l'Algérie, mais on a des alliés, on a des ennemis identifiés avec des ennemis qui, comme ils ne sont pas ceux des États-Unis, comme ils ne sont pas ceux de voilà, comme ils sont pas forcément ceux que les Américains veulent qu'on ait, on n'est pas, on n'est pas très intelligent, à mes yeux. On n'est pas très intelligent. La France manque d'intelligence et de vision géostratégique depuis un petit moment. Et je serais fort en peine de vous dire quelle dernière personne a incarné une vision géopolitique qui me plaît. Même si c'est extrêmement facile de juger sur mon fauteuil, et tout et compagnie. Mais voilà, sur ces mots extrêmement peu positifs, je vais conclure cette vidéo en rappelant encore une fois que, bon, beh, voilà, cette vidéo n'est que la synthèse de mes idées, la synthèse de mes recherches. Elle n'est aucunement, un avis que je pense, tellement fondamental, tellement incroyable que, il ne puisse pas être discuté. J'attends vos retours en commentaire. Je vais également poster la vidéo sur YouTube, si vous voulez laisser des commentaires pour pouvoir débattre un petit peu plus longuement. Je vous rappelle que je suis dispo également sur le Discord et compagnie dans une certaine mesure, hein. Je réponds pas forcément très rapidement avec, l'année qui reprend, les cours, enfin pas les cours, en l'occurrence moi pour moi c'est plutôt les concours cette année. Pour entre journalisme et CAPES, j'ai un petit peu de taf. Tous ceux qui ont fait ces concours-là savent ce que je veux dire. Heu, donc voilà. Donc voilà, mais n'hésitez pas en tout cas. Oui, oui, BHL, oui. BHL est une private joke, hein, clairement, à mes yeux, enfin, bon, vous verrez si vous remettez le live en rediffusion ou s'il avait revu en diffusion ou s'il avait vu en direct, vous verrez que de temps en temps, j'ai pu attaquer un certain Bernard-Henri Lévy, plusieurs fois. Et que voilà, bref, oui, bon, passons, je m'égare. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à demain très certainement pour du Guild Wars 2. Si c'est pas demain, ce sera mercredi pour la GPO U4 avec Lou et Sugi. Je suis en danger de mort de la part du Manchou. Voilà, voilà, des soirées qui s'annoncent du coup passionnantes comme vous pouvez vous en douter. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à vous abonner, enfin n'hésitez pas à faire ce genre de choses. À follow si voilà, vous l'êtes pas parce que, beh, plus j'ai de followers, beh, en fait, plus, dans le référencement Twitch, je suis désolé, mais c'est quelque chose qui compte aussi, bah, ça aide et pareil pour YouTube, hein, n'hésitez pas à follow, ça aide pas mal aussi et enfin, beh, les abonnements, beh, ça aide, beaucoup plus concrètement financièrement, donc n'hésitez pas à les claquer. Voilà. Je vous dis merci à toutes et à tous, je vous dis merci de m'avoir suivi, bah, voilà, de me suivre et de m'aider et voilà, enfin, bon, beh, je vais arrêter de m'étendre sur les remerciements et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne nuit.